Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Merci beaucoup d'être là. Encore une fois, cette semaine, on a un gros podcast pour vous autres. Tellement gros que je me disais, je peux pas présenter ce podcast-là de mon appartement. Va falloir que je retourne en studio. Va falloir que j'aille dans mon bureau. Je suis arrivé dans mon bureau. J'ai fait de mon bureau, il est trop fucking laid pour présenter un podcast aussi incroyable. Fait que j'ai refait mon bureau au grand complet. Je l'ai refait. J'ai mis les petites lattes de bois. J'ai même sorti mes hosties de trophées. J'ai sorti mes trophées. J'ai sorti mes plaques. J'ai sorti mon affaire des records Guinness pour montrer à quel point ce podcast-là est incroyable. Vous allez l'aimer. Avant de vous présenter ce podcast-là, par exemple, j'aimerais remercier mes partenaires cette semaine. Tout d'abord, Jer Alain. Mon ami Jer, c'est pas un partenaire. Ça sonnait comme si on était un peu gay. Mais Jer, tu sais, souvent, je profite du début des podcasts pour plugger mes dates de spectacle. Cette semaine, je vais plugger le show de mon ami Jer. Le 15 mars, Jer va être au Club Soda. Le 15 mars, ça arrive là. C'est dans pas long. Et Jer, si t'as jamais vu Jer Alain en show, c'est pas juste un show, c'est un événement, c'est un fucking party. Et le 15 mars, il fête ses 33 ans. C'est sa fête. Fait que allez fêter la fête à Jer. Venez fêter la fête à Jer avec lui et son nouveau spectacle Maturisé. C'est au Club Soda. Tu vas capoter. jeralain.com pour des billets. Jer, 2R2L.com. jeralain.com pour les billets. Et j'aimerais remercier mon commanditaire cette semaine, Manscaped. Manscaped s'est donné comme mission de redorer votre entrejambe avec le Performance 5.0 Ultra. C'est mission accomplie. Que vous soyez un homme, une femme ou ce qu'il y a entre les deux. Tu sais, on s'en crisse, là. On est 2024, là. C'est plus juste les gars qui ont des queues. Tout le monde peut avoir une queue maintenant. Et toi, même avec ta queue de madame, elle mérite d'être trimée et belle. Et si tu utilises le code promo WARD20, tu vas obtenir des rabais et la livraison gratuite sur tous leurs produits. On a fait beaucoup de promotions de leur rasoir pour la fourche, mais ils ont aussi des rasoirs ultra performants pour la barbe. Rendez-vous sur manscaped.com/ward20. Procurez-vous des produits de haute qualité à un prix d'amis. Ward20, manscaped.com. Merci beaucoup tout le monde. Bon podcast. jeralain.com aussi. En direct du Fridge Comedy Room à Paris, voici Mike Ward sous écoute. Bonsoir! Merci. Bonsoir, merci beaucoup. On est de retour en France. On avait fait une couple de shows l'année passée et c'était le fun pour ceux qui les ont vus. Je venais avec un humoriste québécois et on avait un humoriste européen et c'est juste un test pour voir si les gens me comprenaient. Et les gens, vois-tu, elle a ri, fait que c'est bon signe. Fait que c'est ça. À qui tu fais signe, Yann? À Michel. Ça se peut que je fasse signe souvent à Michel pour recadrer les caméras. OK, ouais, c'est on bon. dirait qu'il y a une caméra qui a bougé. Il y a une caméra qui a bougé? Ouais. OK. Ouais, mais, ouais. C'est bon. J'aime ça que... c'est ça, c'est tellement discret. Puis c'est-tu Michel qui... Ah oui, c'est Michel. Que Yann fait... Il est comment? Puis là, Michel se tasse, mais il se lève pas de sa chaise. Fait que t'entends... Bon, parfait. J'aime vraiment ça, pour vrai. J'aime beaucoup le fridge, mais Chris, que c'est serré. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ouais. Juste, ouais, c'est ça. Centrer Mike, puis... Parfait. Puis Je pense c'est que les gens sont tellement collés, quelqu'un a accroché la caméra avec ses cheveux. Ouais, c'est ça. Fait que là, toi, tasses. Une chance, il a la tête rasée. On a un gros show pour vous autres ce soir. Je vais tout de suite présenter les invités. J'espère que... C'est ça. J'espère que vous allez avoir du fun. Je suis très content d'avoir ces deux gars-là. Mesdames et messieurs, donnez une bonne main d'applaudissement pour Kyron et Paul Taylor. Merci d'être là. Merci d'être là.
Merci d'être là. Plaisir. Salut tout le monde, bonsoir. Ça va? Vous sont tellement polis. C'est vrai, c'est rare que tu dis bonsoir à un public, puis t'entends des bonsoir. C'est très. Ils disent quoi au Québec quand tu dis bonsoir? Juste, où ça applaudit. Parce que j'y crois Bonsoir. pas. C'est un effet quand vous dites Ouais, bonsoir. bonsoir, c'est comme ils font. Tu sais, comme. Personne ne répond si tu dis ça va bien, vu qu'ils font ben non. Parce que c'est pas vrai. Ils savent qu'on s'en fout, que ça aille Mais bien. moi, je m'en foutais pas, justement. Je pense que j'étais sincère, c'est pour ça que. Ah ouais, ok. Ben, Non, mais vraiment. ça, c'est pour vous, j'imagine, ou c'est. Mais après, Ok. tu sais, moi, comme je travaille beaucoup avec le public, même sur scène, je suis en interaction totale. Et si j'ai pas ce lien-là, bah tout ce que je fais devient artificiel. Donc Ok. j'ai pris l'habitude vraiment même de jouer lumière allumée. Et donc là, si on est que tous les trois, je vais pas être pareil que si on est nous trois plus vous. Ok. Parce que c'est un groupe à part du coup, je considère. Mais toi, quand tu vas dans un magasin et tu demandes. Je te jure, j'ai bonjour à Non, tout le mais, monde. mais Je te jure. quand tu demandes à la caissière, ça va bien. On demande c'est pas un- ici. OK, non? Non, OK. mais t'as raison, parce que souvent le mec de la sécurité, quand je dis bonjour et au revoir, et il comprend pas, il me regarde, il fait qu'est-ce qu'il veut lui en Ok, fait, pourquoi ouais. Mais je suis vraiment sincère, bonjour, au revoir, je sais pas. Ouais, je pense que c'est très québécois. On dit ça va bien c'est à très- tout le monde. C'est très tu sais. anglo-saxon. Ok, Et ouais. même si vous parlez français, je vous considère Ouais, c'est anglo-saxon. vrai, en anglais, c'est Parce que, très how's it going? En Puis- Angleterre, c'est hey, how are you? Ouais, ouais. Puis à chaque fois, je dis bonjour, comment ça va ici. Quand j'ai passé une semaine, en Angleterre ou à New York, on était la semaine dernière pour un show, je suis revenu, je dis bonjour, comment ça va. Et les gens, ils buggent, les serveurs. Et, très bien, et vous? Je comprends pas pourquoi vous faites Ah ouais. ça. Ok, ouais. C'est très weird. Ouais, nous, au Québec, c'est le contraire. Tu sais, on demande ça à tout le monde. Et si quelqu'un nous dit comment ça va, on est comme, mais pourquoi qu'elle me raconte sa vie? Tu sais, c'est vrai. Tu sais, une fois, j'avais dit ça. J'étais rentré dans une boutique. J'avais dit à la caissière, ça va bien. Puis elle avait dit, non, ça va pas bien. Mon mari m'a laissé. Puis j'étais comme, elle est tellement lourde, elle. Je voulais. Faut pas répondre, c'est ça? Ouais, non, c'est ça. Ok. Il faut garder la tristesse intérieure. Mais c'est vrai, toi, d'ailleurs, j'avais vu ton show à l'Européen. Ouais. Et c'est l'Européen ou l'Européenne? L'Européen. L'Européen. Et t'es vraiment fort dans le crowd work. Oh, merci, c'est merci beaucoup. incroyable, c'est incroyable. Et si, est-ce que au début de ta carrière, tu faisais déjà du crowd work ou c'est venu après Non, c'est 10, venu après. 20... C'est venu parce que j'arrive pas à me concentrer et j'oublie les textes et je m'ennuie très vite. OK. Donc à force de jouer les mêmes textes et puis de pas voir ce qui se passe, tu sais, t'es en train de parler, quelqu'un se lève et tu te dis qu'est-ce qu'il fait, il se passe un truc là-bas, j'ai envie de participer mais j'ai les lumières qui m'aveuglent. Alors je dis éteignez les lumières, je veux voir les gens, enfin rallumez les lumières dans la salle et j'ai commencé à articuler le spectacle différemment en me disant, tu sais, j'avais 2 spectacles de près, au lieu d'en faire des captations, DVD ou quoi que ce soit, je me suis dit je vais les garder dans ma tête et je vais les utiliser au fur et à mesure quand j'ai envie. Ok. Et le spectacle est né à ce moment-là. OK. Fait que c'est... Quelqu'un pourrait venir voir ton spectacle soir après soir pendant Ouais, bien 6 sûr. mois, puis c'est jamais pareil. Alors, soir après soir, j'ai forcément des ouais. tiroirs qui reviennent Ouais. tout le temps. Mais par exemple, j'ai un journaliste pour un documentaire, il m'a suivi sur 3 soirs différents. Ou même là, j'ai fait une tournée au Maroc. J'ai fait Casablanca, Marrakech et Rabat, 3 soirs de suite. Et il y a des gens qui ont acheté les billets pour les 3 soirs et ils n'ont pas vu le même show. Oui. OK. Ouais. J'ai niqué l'ambiance ou pas? Et ça, c'est un truc, j'attendais un rire. Est-ce que des fois, si tu trouves que le public il est un peu plus froid que. Moi, je le dis. Moi, je leur dis. Mais est-ce que des fois tu poses une question que tu sais qui va t'emmener vers un tiroir? Bien sûr, qui- mais il y a si- plein de si tiroirs. Ils sont pas en Mais train tu sais, de. c'est comme c'est n'importe quoi. C'est comme un mentaliste. Il a 4 photos de ta star préférée et il veut t'emmener à choisir Brad Pitt, mais il fait quelque chose que toi tu vois pas avant, qui fait que tu vas aller vers Brad Pitt. Lui, il le sait, mais toi, tu le sais pas. Mais il y a Jim Carrey, il a essayé de faire un spectacle d'impro sur 2 heures, il a pas réussi. C'est pas moi qui vais réussir. Donc la vraie impro pure non-stop, ça n'existe pas. Il y a des tiroirs, il y a plein de façons de faire, bien sûr. Oui, puis je pense, par exemple, avec les années, tu sais, des fois, même tu dois te surprendre, tu sais. Tu dois te dire, je vais amener lui, je vais l'amener vers ce tiroir-là. Ouais, on tente. Il dit de quoi? Et là, quand tu réponds quelque chose qui marche, là, tu es comme, oh, yeah, j'ai un nouveau tiroir. Mais tu sais, j'avais une blague où je parlais il y a longtemps, c'était... Attends, c'était sur quoi? Je la fais plus, je vais la refaire là, j'avais oublié, attends. C'est sur la petite souris.
tu sais, et je demandais, mais juste pour garder le rythme, quand un enfant perd une dent, il la met sous son oreiller, et qu'est-ce qu'il trouve le lendemain à la place? Et les gens disaient une pièce, et après je faisais ma blague. Et j'ai remarqué que plusieurs fois, il y a quelqu'un qui disait une dent. Et donc j'ai cherché des blagues, j'ai préparé des blagues en disant faut que quelqu'un dise une dent, et ça venait pas. Et donc j'ai fait en sorte de leur faire, je fais un geste quand je dis qu'est-ce qu'ils trouvent le lendemain à la place, et le fait de faire ça incite tout le monde à dire fort une pièce, et parfois ils sont 200, ils disent une pièce, moi je dis qui a dit une dent, et je place mon effet comme ça, et personne se dit à ce moment oh il est trop fort, il a fait d'impro, pas du tout, c'est 6 mois de travail pour trouver la bonne vanne à placer, tu vois. Puis comment est-ce que vous montez vos spectacles? Est-ce que tu rodes tes numéros dans des comedy clubs ou t'écris un numéro complet? Ou c'est quoi la création d'un de tes shows? Jusqu'à maintenant, c'était un peu un mélange des deux. Okay. C'est-à-dire que je vais tester peut-être 10-15 minutes dans des comedy clubs. Après, en vrai, les premières 5 minutes, pour moi, c'est toujours la même chose parce que comme je suis anglais mais je parle bien français, du coup, la moitié du public, ils savent pas que je suis anglais et du coup, je suis obligé d'un peu recommencer mon histoire de je suis anglais, je parle bien français, sans accent et puis je passe pour un con des fois parce que je fais des fautes. Et après, je continue et puis je peux tester un petit bout et après, une fois que je fais à peu près 10-15 minutes et je le fais en test, ça me donne assez de confiance de monter sur scène tout seul pendant 1 heure parce que je trouve que la majorité du spectacle, ça vient avec des liens que je fais avec les blagues que tu peux pas faire sur 10 minutes. C'est que je vais faire ça, je vais dire ah ça c'est bien, ça ce thème-là, il va bien avec ce thème-là et je crée un peu une histoire et au fur et à mesure de le jouer 50-100 fois, je me rends compte que il y a un callback qu'on peut faire. Putain, tu dis trop bien les mots anglais, même quand je suis désolé. Même quand t'as des New York, j'étais trop jaloux tout à l'heure. Moi, ça va être catastrophique. Un callback. Non, mais t'as raison, c'est ça. Mais... il faut dire un callback. Je sais mal, ouais. Faut soit commencer avec un E ou terminer avec un E avec le mot. Je sais pas si ça se dit callback en français. Si, ça se dit, mais bien, mais tu l'as très bien. Les gens ils comprennent ce que ça veut dire. Bien sûr. Vous comprenez c'est quoi le vrai mot français pour ce truc-là? Nous on dit un retour en arrière. Ouais. C'est moins sexy. Catastrophique, ouais. Un rappel, c'est ça. Un rappel, un running gag. Non, mais c'est moche. Non, mais vas-y, redis-le. C'était très bien comment tu l'as dit. Un callback. Voilà. Et donc ça, tu peux que le découvrir quand tu joues. Ça, c'est plate. Des fois, quand tu fais des 10 minutes et tu réalises vers la fin de ton 10 minutes que ta fin, c'est un callback vers un numéro que tu n'as pas fait avant. Ça t'es-tu déjà arrivé? Ouais. Ah, c'est dégueulasse, ce feeling-là. J'attends un rire qui ne viendra jamais. Ah ouais. Bien sûr. Puis là, t'es obligé d'improviser une finale. Improviser une finale, c'est la pire chose au monde. Je suis d'accord. Alors, fini, pardon, Paul, parce que j'allais répondre à un truc par rapport au Comedy Club. Non, c'était ça. C'est un mélange des deux. C'est un mélange de 10 minutes en Comedy Club, mais après, je fais pas genre 10 minutes et ensuite je dis ça c'est bon, je recommence un autre 10 minutes. Okay. Ça c'est bon, un autre 10 minutes. Je fais les 10 minutes les mêmes et ensuite je crée le reste autour de ce truc-là. Est-ce que tu prends des vieux numéros puis tu vas tester des 1 heure dans des places que tu fais, mettons, 20 minutes du nouveau show et tu finis avec 40 minutes du vieux? C'est très précis comme question. Ouais. Est-ce que tu fais 37 minutes d'un ancien show? Mais ça... C'est très, très... Non, c'est toujours, à chaque fois que j'ai fait des rodages d'un nouveau show, c'est vraiment 100% du nouveau. Mais quand je dis du nouveau, c'est des trucs qui datent de peut-être il y a 4 ans dans ma tête, que j'ai écrit dans mon téléphone et je sais que je l'ai testé. J'ai raconté l'histoire plusieurs fois avec des amis autour de la table et puis je sais qu'il y a un truc marrant derrière. C'est juste qu'il faut que je trouve le qu'est-ce qui est marrant. Et puis après... En vrai, j'aimerais pouvoir tester tout ça dans des comedy clubs parce que c'est là apparemment où tu sais que si le truc il est drôle, lorsque si tu fais que devant ton public qui te connaît, il te donne beaucoup plus de... Mais en même temps, ça j'entends souvent ça, les gens dire c'est important de le faire dans un comedy club où les gens t'apprécient pas, mais en même temps... Quand tu deviens connu, tu joues juste devant des gens qui t'apprécient. Fait que pourquoi tu voudrais être bon devant du monde qui t'aime pas? Tu sais, ce monde-là, je paierais même pas pour te voir. Je suis un peu d'accord, ouais. Ah ouais.
Mais ouais, je sais pas, je l'écoute dans des podcasts anglophones et, Ouais, mais et ça m'énerve parce que... c'est très américain, ça, tu sais, que... Ouais. Ils font semblant de Ouais. tester devant des gens qui ne les connaissent pas, mais s'il y a un Bill Burr ou Joe Rogan, ils montent sur scène au Comedy Store, tout le monde le connaît, donc exact. c'est comme si Gad Elmaleh, il disait « Ouais, je viens au Fridge pour jouer devant un public qui me connaît pas. » Fucking everyone. Il y a tout le monde qui te connaît, enfin, c'est... Donc, tout le monde connaît ses vannes. C'est... Je me suis... Vois-tu, Yann, je me suis adapté, j'ai dit le mot vanne. Ça, d'ailleurs, toi, je pense que t'es l'humoriste français qui se fait le plus voler. Chaque fois, tu sais, puis je le sais, avec le genre d'humour que t'as, je sais que pour quelqu'un qui vole des blagues, c'est trop tentant en te voyant. C'est un boulevard. Ah ouais. Parce que l'essentiel consiste... Enfin, j'essaye, mais c'est très dur de trouver des blagues de répartie. Ça veut dire, si je dis... est-ce que... la question n'existe pas. Qui aime les champignons? Si tu dis oui, je trouve une blague qui va fonctionner, que tu sois une femme, un homme, jeune, grand, le poids, la taille, l'origine, le sexe. Et donc, forcément... Là, j'ai pris un exemple très nul, volontairement, il n'y a pas de champignons. Mais du coup, forcément, quand tu vois une répartie qui se suffit à elle-même et que n'importe qui peut utiliser, oui, c'est tentant de la prendre. Mais merci de le dire. Ça, j'avais un ami, puis j'avais vécu ça. C'est un Britannique, puis lui, il fait beaucoup de crowd work. Et il avait improvisé un gag un soir, puis il y avait un gars backstage qui avait dit « Hey, c'était fou comment t'as improvisé, je vais le prendre. » Puis là, lui, il était comme, mais c'est pas de l'impro, tu sais, ça fait 20 fois, je le sais. Exactement. Puis le gars, mais ouvertement, il disait, hey, c'était fort, je vais le voler. Puis j'étais comme, il faut être vraiment stupide et arrogant, dire à quelqu'un, j'aime ce que tu fais, je vais le voler. Et il y a deux sentiments. Le premier, c'est de l'injustice. Tu dis, mais enfin, c'est pas normal, c'est mon travail. Et le deuxième, tu te dis, vas-y, on va dire que je suis un relou, on va dire que je me la raconte, que je considère que c'est moi qui ai inventé. Et peut-être c'est trop facile. C'est pas toi qui as inventé le fait de parler aux gens. Non, c'est pas toi qui as inventé les questions sur les champignons. Je sais pas. Mais pour le coup, là, oui. Si. Pour le coup, c'est moi qui l'ai inventé. Et il y avait Mario aussi. Mais tu peux pas lui prouver que avant tout. Tu vois, en fait, c'est un chemin qui est compliqué. C'est pour ça que moi je dis souvent le vol de blagues, il y a que l'humoriste qui sait s'il a volé ou pas. Parfois, tu prends deux blagues, c'est les mêmes au mot près, mais tu sais pas par quelle magie. C'est vraiment pas du vol. Et inversement, il y a des blagues qui sont éloignées où personne ne voit le lien. Et moi je dis si, ça c'est Richard Pryor celle-là. Le mécanisme c'est Richard Pryor. Et je sais que tu as vu le spectacle, mais c'est pas grave. Donc c'est très subjectif en fait. Moi j'ai eu un coup où j'ai une blague mot pour mot, pareil que Louis C.K. Et puis on m'a accusé d'avoir volé la blague pendant tout le truc de comique et tout ça. Puis c'était incroyable dans le sens où je me suis dit ouais ok ça existe des fois des blagues et c'était pas un crowd work, c'était une blague, une observation sur les Français qui mettent le thermomètre dans le cul au lieu de en dessous du bras ou dans la bouche. Et l'excuse que tous les Français disent c'est que c'est plus précis comme température si tu le mets dans le cul. Et du coup moi j'avais créé un truc là-dessus au début de ma carrière et quand je sortais mon premier spectacle. Puis excuse de te couper, mais est-ce que la précision est si importante que ça? Ça dépend des Français, il y en a qui vont dire non mais tu sais, moi, je veux voir si je fais de la fièvre. Si je sais que je fais de la fièvre, c'est assez. Je suis pas un scientifique, là, tu sais. Bah, c'était ça la blague. Ils disent, moi, il y a un pote qui m'a dit il faut ajouter 0,5 si tu le mets en dessous du bras et dans la bouche. Et moi, la blague, c'était ajoute 0,5, ça t'évite de mettre un thermomètre dans le cul, en fait, à chaque fois que t'es malade. Louis C.K., même blague, mot pour mot, sauf que lui, c'était 1 degré plutôt que 0,5. Puis à ce moment-là, j'ai dit ah ok, enfin c'était une observation. En fait, il y a limite. Il y a que toi qui sais, bien sûr. Il y a vol de blague et blague facile. Ouais. Mais puis aussi, on a toute la même réalité. Tu sais, mettons, si on se dit ok, on trouve des blagues sur la bière, puis on se met autour d'une table 4 humoristes. Ça peut être 4 humoristes de n'importe quel pays. Si c'est 4 humoristes de talent, il va y avoir 20% des blagues qui vont être identiques. Ouais. T'aimes bien les pourcentages. Hein? Ouais, non, c'est ça. J'ai trop de pourcentages. Je pense que c'est mon côté autiste qui est... c'est très... Vois-tu, son verre est plein à 28%.
C'est bien, t'as pas dit vide. Ouais. T'as pas dit vide. Non, je suis un gars positif. C'est bien, c'est un vrai Ouais. test, ça. Ouais. C'est la seule raison pourquoi ma bière est dans une canette, pour pas voir le pourcentage. Mais au poids, tu peux le peser et tu dire il est à 23%. Ah ouais, c'est vrai. Mais voilà, toi, t'as une blague qui ressemble, tu vois, mais t'en as pas 60. Oui. C'est ce qui permet. Ouais. Là, le pourcentage est important pour le coup. Ouais, non, C'est ce qui permet aussi de faire le tri, de dire bon, on lui laisse le bénéfice du doute sur 2, 3 blagues, vas-y, mais il y en a, c'est abusé. Ouais, exact. Ouais, c'est ça. Puis une blague qui ressemble, c'est normal, tu sais. Mais c'est ça. Quelqu'un qui a... Ça m'a fait rire, tu sais, pendant l'époque Copy Comic, faire « Hey, c'est juste 40 minutes sur 20 ans. » T'es comme « Ouais, c'est beaucoup. 40 minutes, c'est quasiment un one-man show, tu sais. Les gens ont le temps de faire « Hey, j'ai envie de pisser. » Puis t'as même pas fait une joke originale encore. Toi, d'ailleurs, Copy Comic, tout le monde au début était sûr que c'était toi. En fait, c'est pas tout le monde. En vrai, c'est une accusation qui arrivait de nulle part, tu vois. Et moi, j'ai répondu très honnêtement. J'ai dit que j'étais pas Copy Comic, mais que j'étais pas en train de me justifier. Je condamne Copy Comic, je suis pas Copy Comic, s'il vous plaît, gardez-moi dans le showbiz. Je suis pas en train de dire ça. Moi, j'ai dit je suis pas Copy Comic, donc pour moi, ce qu'il a fait, c'est héroïque. C'est bien qu'on ait une épée de Damoclès au-dessus de la tête et qu'on se dise est-ce que cette blague elle ressemble à... Oui, au fond de moi, je sais que je l'ai un peu prise. Bon, bah, je le ferai pas. Tu vois, c'est bien qu'on ait ça parce qu'on peut tous faire des erreurs, moi le premier. Mais je peux pas recevoir des louanges pour un travail que j'ai pas fait. C'est pas moi. Donc moi, je me suis... Ça aurait été drôle de voler Copy Comic, tu sais, de faire... Tu sais, lui, il dénonçait le vol de gag. Ah oui, moi, je vois ça. C'est moi, Copy Comic. Mais ça m'a apporté... rien en fait de positif. Ça doit t'avoir apporté du négatif. Il peut avoir des gros joueurs. Beaucoup de négatifs. Tu sais, parce que la France tu sais, il y en a beaucoup qui sont fait dénoncer que c'était des gros joueurs. Là, tu sais, c'est pas... Ben, anyway, tu sais, des volants de jokes, open micer, on s'en fout, là, tu sais. Il y a un truc que vous avez au Québec qu'on n'a pas ici. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression... Le peu de temps que j'ai passé là-bas, j'ai l'impression que vous avez un... Après, peut-être, je vais faire un lien historique, peut-être que je me trompe, mais je pense que la France, à l'origine, c'est un pays colonialiste. C'est pas méchant ce que je dis, hein. Et quand tu parles au public, quand tu vois par exemple des vidéos en dessous, tu vois des vols de vannes, mais c'est la même. Et t'as 9 personnes sur 10 qui disent on s'en fout, on l'aime bien, il l'a fait mieux que lui, ça nous fait rire. Ils veulent pas aller plus loin que ça. Si tu regardes même Claude François par exemple, les plus gros succès de l'époque, il y a plein de morceaux de la Motown, la Motown. Je sais pas si je faut pas que je me... J'ai bien dit le toi, tu dis mieux que moi. Motown. La Motown, je suis jaloux de ces trucs là. Où tu vois, c'est les mêmes morceaux. Ah, c'est ça le mot qu'il a dit. Ah, putain, c'est tellement humiliant. Mais non, mais c'est ça. Mais c'est honnête, c'est bien l'honnêteté. C'est à moi de retourner en classe. Mais sauf My Way qui a été écrit par Claude François. Ouais, Voilà. exact. Ouais. Non, voilà. Ouais, mais il prend des droits d'auteur, donc c'est. Mais sinon, la plupart des morceaux, Belle, je sais pas quoi, tous les trucs, toute cette époque-là, c'est des morceaux volés et ça n'embête personne en France. On n'a pas cette culture de valoriser ce qui a été écrit, tu vois. Après, même aux États-Unis, il y a une interview avec Richard Pryor et je crois que je me rappelle plus qui. Je crois que c'est, je sais pas, c'est un présentateur de Late Show. Il est sûr et il dit, je crois que c'est avec Richard Pryor. Je me trompe peut-être, mais c'est avec un grand humoriste qui dit ouais, moi je vole des blagues, pas de problème. C'était il y a 30 ans, 40 ans, peut-être plus maintenant, 40 ans. Et tu dis ah ouais, parce que nous notre génération on est là, bah c'est en fait non, tu vois ça. Nous c'est un non-dit. On le sait, c'est un non-dit. Et puis surtout ceux qui se font. Moi j'ai abandonné. C'est-à-dire que je me fais voler des blagues régulièrement. Et je te jure que j'ai abandonné de. Parfois je parle à un gars, je dis mais cette blague là, enfin c'est la même. Enfin c'est pas cette blague là, c'est 3 minutes, c'est les mêmes. Oh bah oui, bah pour moi c'est un sujet qui est évident, donc je pensais pas. Et puis c'est mon co-auteur qui m'a aidé. Tu sauras jamais. Ouais, c'est facile de blâmer un co-auteur. Oui, puis tu peux la démarche pour savoir si vraiment il l'a. Après, tu fais quoi? Tu vas au bout. Ouais. Et après, il se passe quoi? Tu passes juste pour un relou, il va pas la retirer, ou elle est déjà passée à la télé. Et puis tu passes pour le relou de service. Et surtout, il y a aucun moyen d'avoir gain de cause. Donc t'abandonnes et tu dis, vas-y. Moi, j'ai des humoristes qui ont volé des passages qui sont sur YouTube. C'est pas des passages secrets que j'ai faits. Ils sont sur YouTube. C'est des 4 minutes et tu les retrouves dans d'autres humoristes.
Mais comme tout le monde ne connaît pas ces passages, ça dérange pas. Et je pense que même s'ils les connaissaient, ça les dérangerait pas. OK. Je pense qu'en France, ceux qui ne créent pas ont plus de facilité à dire bon bah c'est pas grave, c'est pas important. Ils se rendent pas compte en fait de ce que c'est. J'ai l'impression, par exemple, c'est peut-être moi de l'extérieur, mais j'ai l'impression que depuis Copy Comic, la nouvelle génération d'humoristes français, c'est important d'être original. Tu sais, quand je vois les jeunes, tu sais, j'ai l'impression que la génération avant vous, c'était comme on s'en fout, mais la nouvelle génération, je pense, recherche une originalité. Ouais, puis je crois que c'est aussi le truc de 10 ans plus tard, ces gens-là, quand il n'y avait pas les DVD, quand il n'y avait pas Internet, enfin il n'y avait que des DVD, il n'y avait pas Internet, c'était facile de voler et puis jamais se faire choper. Et puis 20 ans plus tard, il y a un truc qui sort, les blagues sont il y a 20 ans, tout ça. Et donc je crois que maintenant, la nouvelle génération, on est déjà conscient de ça. Et je crois qu'ils se disent, de toute façon, tout est filmé, tout le monde filme leur passage ici, quand ils jouent ici, quand tu vas sur les réseaux sociaux, il y a ce backdrop avec tout. Donc si tout est filmé tout le temps, tu peux facilement prouver maintenant si j'étais le premier ou pas à le faire sur scène parce que j'ai l'enregistrement soit audio sur mon téléphone, soit à la caméra. Donc c'est entre guillemets beaucoup plus. Tu sais, on donne beaucoup d'argent à la SACD en France, la Société d'auteurs, je sais pas trop quoi, qui disent tu protèges ton œuvre en le mettant ici. Tu dis ouais mais cool, mais qui va vraiment aller à la police pour dire il m'a volé ma blague, allez on va en justice, on va payer des frais d'avocat. Personne fait ça. Moi je suis pas aussi optimiste que vous sur la nouvelle génération. Pour moi, on est passé de 100 humoristes à 1900 et donc tu as l'impression que en termes de pourcentage pour le coup, t'en as plus qui ont capté ce truc-là, mais pour moi, tu as toujours autant de gens avec qui se servent en facilité, c'est une question de nombre. Mais en tout cas, c'est... En pourcentage, tu dirais combien ? Franchement, non mais c'est injouable. Mais t'as même des humoristes connus qui volent à des pas connus, t'as des pas connus qui volent à des connus, t'as des connus qui volent à des connus. Toutes les combinaisons sont Mais on existent. a ça au Québec aussi. Tu sais, même si le Québec, on aime ça, se péter les bretelles puis dire nous, on vole pas. Mais il y a beaucoup de voleurs de blagues au Québec aussi. Puis même, il y en a... Moi, il y avait une affaire un moment donné. Le gars ne m'avait pas volé, mais j'avais trouvé ça vraiment arrogant de sa part. J'étais dans une soirée d'humour et ça faisait... j'étais en train de travailler ma nouvelle heure. Fait que je finissais avec du vieux matériel qui était rodé. Je finis avec mon truc. Puis là, il vient me voir puis il me dit « Hey, ce que tu viens de faire, j'ai la même joke. » Puis là, je fais « OK, c'est quand tu l'as écrit? » Puis il a dit « L'été passé. » Puis j'ai fait, moi je l'ai fait dans ma dernière tournée il y a 4 ans. Puis il a fait, OK, fait que tu peux continuer à la faire. Puis là j'ai fait, non mais toi. Puis il a dit, non mais tu sais, je te l'ai pas volé, je t'avais pas vu, je savais pas. Puis là, je sais comme, mais maintenant, tu le sais, tu sais. Voler une joke, c'est pas juste voir... Aussitôt que je sais qu'une blague appartient à Kairon, elle t'appartient, même si je l'ai pas vue. Si tu as fait une blague avant moi, puis je fais la même blague, aussitôt que j'apprends que tu l'avais faite avant, ça devient du vol, selon moi. Mais alors, là, je te suis pas parce que du coup, si tu sais pas et que ça te concerne, ta femme est enceinte, des blagues sur l'accouchement, etc. C'est un truc que tous les hommes ils vont vivre, ceux qui vont être pères. Du coup, ça peut être frustrant aussi de dire mais moi je le connais pas cet artiste. Bon après, au Québec, toi t'es pas un inconnu, donc ça m'étonne qu'ils connaissent pas. Mais tu dis bon moi lui qui est du même niveau que moi, que je vais pas en comédie club, je connais pas. Il fait ces blagues là, il les a vécues. Je les ai vécues aussi avec ma femme. Ça me saoule de pas les faire, tu vois. Je peux comprendre aussi. Ouais. Ben moi il y a un truc que, on dirait... La personne qui m'a dit ça, c'est un humoriste que je trouvais bon. Tu sais, fait que j'étais pas insulté. Tu sais, des fois, si c'est quelqu'un que je trouve mauvais, puis là, je suis comme, mon cerveau est aussi lâche que le sien. Connexion entre c'est relou. Il est mauvais et mon cerveau est mauvais. Ta famille, c'est un lien. Mais lui, vu que je le trouve super bon, j'ai fait, OK... puis là, je me lançais des fleurs à moi-même. Je faisais, c'est normal que 2 génies pensent à la même chose. Mais après, j'étais déçu qu'ils me disent ça, que je vais continuer à la faire. Vu que moi, mais on est souvent de même. Si moi, je ne ferais pas quelque chose, si quelqu'un d'autre fait le truc que moi, je ne ferais pas... Mais après, mets-toi à sa place, Mike. Lui, il vient te voir en disant... J'ai une vanne en commun avec Mike Ward, je veux quand même juste lui dire que moi je la faisais avant. Tu lui dis je la faisais, donc tu lui dis que tu l'as fait. Il va dire tu vas me voir, tu me dis on a le même Black Aaron.
et je te dis tu l'as depuis quand l'année dernière? Bah moi je l'ai depuis 10 ans. Là t'es un peu gêné, tu fais ah ok bon, il y a pas de problème alors continue. C'est humain de sa part, je pense pas qu'il ait voulu te vexer. Non, ou mais être c'est que irritant. le fait qu'il lui dise ah bah tu peux continuer à la faire. Oui, mais parce que lui à ce moment-là, c'est lui qui le faisait depuis plus longtemps. Oui, mais comme il le sait pas, il Mais imagine après- même Oui, pas. mais après qu'il l'a su. Après, j'ai demandé Ouais. est-ce que tu vas continuer à la faire? Puis Ah il a oui, dit d'accord. oui. Ok. Moi, c'est ce bout-là. Ouais, J'aimais c'est ça moins. qui est- tu sais. Mais je comprends. Bah, tu sais, le truc. Je comprends. Parce que moi aussi, je me suis fait la même réflexion avec le truc de Louis C.K. Je me dis, soit je suis aussi bon que lui, soit il a fait une blague de merde à mon niveau. Et. Et c'était une observation basique, putain, Ouais. Elle est marrante, basique là. d'étrangers en France, le truc de thermomètre et tout ça. Puis je crois que le mot est retourné vers lui, que j'avais cette blague-là et qui était captée pour la télé en France. Et du coup, j'ai Lui, il devait se sentir mal quand il a appris ça, tu sais. je sais pas, mais c'était. Je sais pas comment il l'a appris, mais du coup, j'ai été voir son spectacle, genre 6 mois plus tard, quand il est venu à Paris. Et il avait changé la blague. Il parlait toujours de ce truc de thermomètre, mais Ok. la punchline avait changé. Ok. Donc je sais pas si. T'as le mot- influé sur le set de Louis C.K. Ah ouais. Ce serait fou qu'il y ait eu ce flash-là du thermomètre, que c'est Blanche qui racontait ta blague. Tu sais, quand tu étais avec Blanche, puis elle a dit hey, j'ai vu Incroyable. un humoriste faire une blague, puis là, elle a dit ton nom. Mais lui, il s'en rappelle. Non, je crois que juste c'est pas, vraiment tu sais. c'est le truc où comme ils étaient ensemble, c'était la période où il était en France après le scandale qu'il y a eu aux États-Unis. ouais. Je crois qu'il était là et dans le spectacle, il leur raconte ma copine française était malade et elle a mis le thermomètre dans son cul et puis il fait la même observation que moi j'ai fait avec ma femme genre 4 ans plus tard. Plus tôt, pardon. Et du coup, c'était la même excuse, c'est plus précis, de 0,5 ou 1 degré. Et puis forcément, ton cerveau de comique, il fait bah, ajoute les pourcentages. Ouais, ouais. C'était la même punchline. Et j'étais, Ouais. wow, c'était les gens en dessous de ma vidéo, voleurs de blagues. Et puis d'autres gens qui me disaient, hey, il y a Louis Kiff qui fait la même blague. Et c'est des gens qui connaissaient que cette blague, elle datait des années avant que lui Ouais. met ses pieds en France. J'avais eu c'était, ça. J'avais eu ça aussi. La première fois que j'avais joué en Suisse, moi, quand je vais en Europe, surtout quand je joue en français en Europe, j'ai tellement peur de ne pas me faire comprendre que je prends des jokes que je faisais il y a 10 ans, qu'ils ont été testés partout. Et j'avais une blague que je faisais dans les années 90 et ça fait longtemps, là, tu sais, une blague là, que j'avais écrite, je pense, en 96, là, tu sais. Puis je fais la blague, puis là, quelqu'un est venu me voir, puis ils ont dit « Hey, Louis C.K. Parle du même sujet. » Puis là, j'étais comme « Dans quel special? » Tu sais. Puis là, il est comme celui de l'année passée, puis ça, c'était, on va dire, en 2014. Puis j'étais comme « OK, ouais, c'est ça. Je l'ai fait. » Tu sais, je l'ai fait 22 ans avant, mais puis je sais que c'est pas Louis qui... Ouais. C'était juste... Ça arrive des fois de penser au Ouais, même ça arrive, truc, ça là, tu sais. arrive. Ça arrive. Il n'y a que toi qui sais en vérité. C'est pour ça que je dis personne peut décider si c'est un vol de vanne ou pas Mais par le nombre. C'est pour ça aussi, j'ai l'impression que c'est une affaire que ça intéresse juste les humoristes et les comédiens. Oui, les gens s'en foutent. Tu sais, Ils veulent rire. Ah ouais. Ils veulent rire. Ouais. Mais même quand tu vas à un concert, mais même toi, cite-moi un chanteur que t'adores, une chanson que t'adores. Bon, s'il l'a volé, ça te pique un peu, mais imagine que le 3e couplet de Thriller, Ouais. il l'a volé à Joe McAdam. Dis avec l'accent, c'est mieux, vas-y. Ouais. Thriller. Non, Thriller, voilà. Ouais. Il a volé à un gars. Bon, tu feras quand même ça au moment. Ah ouais. Tu feras ça quand même, tu vois. Tu feras ça avant de la chanson, donc non, mais. Moi, j'ai fait la choré, c'était Ça très fait gênant. YMCA. J'ai fait YMCA, je m'en suis rendu compte. Je me suis trahi. Je fais un coming out en direct comme ça. Ça serait malade que Michael Jackson vole des chansons et que le showbiz américain fasse, au lieu de prendre l'original, il fasse « On aime mieux le pédophile ». Mais Mais tu sais que il y a une chanson d'Elvis qui s'appelle, l'accent va être catastrophique. Je dis en français Tutti Frutti. OK? Donc c'est Tutti Frutti. c'est Tutti ça Frutti, ouais. Voilà. Et c'est une chanson de Little Richard. Ouais. Et Little Richard, quand il la sort, je vais pas dire n'importe quoi, mais il est 150e des charts. Elvis la reprend au même moment et il est premier. Ça veut dire que c'est au même moment, tu fais ta blague toi et elle marche pas. Il y en a un qui l'a fait dans tous les zéniths de partout. Bah après, tu peux rien faire. Franchement, la vanne, ça changera le jour où on sera protégé comme les chansons, où tu as 4 accords. Si tu fais 4 fois la même mélodie, 4 notes qui se suivent, tu vas au tribunal. Le jour où on aura genre les 4 mêmes mots qui se suivront, là on pourra être protégé. Puis mais je pense que ça va prendre des juges qui font et comprennent l'humour, tu sais, parce que c'est ça, comme tu disais, des fois c'est la même. Ça peut être les mêmes mots, mais c'est un accident.
Et d'autres fois, c'est totalement différent, mais tu sens que c'est un vol. Et c'est pour ça que ceux qui sont accusés de vol ne peuvent pas reconnaître. Parfois, c'est plus facile. Le public dit, mais pourquoi tu reconnais pas? Tu dis pas juste, oui, ok, bon, j'ai volé, j'ai fait de la merde, désolé, mais à culpa, je referai plus. Parce que le fait de faire ça, ça ouvre un procès pour droit d'auteur. Et les sommes que tu peux perdre derrière, elles sont catastrophiques. Donc c'est pour ça que tout le monde reste focus sur son non, je n'ai pas volé. Et alors qu'on sait tous que voilà. Est-ce que vous travaillez avec des auteurs ou c'est 100% seul? Pour le spectacle, c'est 100% seul. OK. Pareil, ouais. OK. Avec le public, en fait. Vraiment. Est-ce que... Mais oui, c'est ça. Mais toi c'est ça. Sûrement que ton show, tu sais, de soir en soir, t'as une joke qui se rajoute au moins. Mais tu sais que je mets chaque semaine sur YouTube, ça va entre 10 et 20 minutes d'impro de chaque soir. C'est-à-dire chaque soir, j'arrive à extraire 10 minutes que tu 10 minutes que je ferai jamais parce que je pourrais pas les refaire parce que la situation elle est trop inédite. Ouais. Mais il y a des choses que je fais en impro et que je garde. Donc chaque soir, ça fait 5-6 ans que je mets 10 minutes par semaine. Donc moi vraiment, je pense avoir le show sans prétention, mais avoir le show qui change le plus d'un soir à l'autre. Vraiment. Fait que ça veut dire que tu feras jamais de vraie captation pour un Netflix? Non, ou on m'a proposé encore la semaine dernière. Ils m'ont tous demandé, mais je saurais même pas quoi mettre. Par contre, j'ai un socle qui est trop important. C'est ce socle qui me permet de tenir. Okay. Si je donne mes blagues sur les femmes enceintes, le jour où il y a une femme enceinte dans la salle, je peux plus ouvrir mon tiroir de femmes enceintes. Ouais, cette phrase est ouf. Je peux pas ouvrir mon... J'ai un tiroir avec que des femmes enceintes. Des poupées russes, comme ça. Non, mais je pourrais pas ouvrir mon tiroir de... Ok, là, j'ai 5 minutes sur les femmes enceintes, je pourrais plus le faire. Et je veux me garder ce stock. C'est ce qui fait que je suis jamais en difficulté. C'est que... Quand tu parles au public et que tu sais que tu peux pas utiliser la moitié de tes blagues parce qu'elles sont sur Netflix, bah c'est pas la même approche. Ouais, mais ce qui est bizarre en France, que je trouve, que tu dis si c'est sur Netflix, mais il y a une culture ici, je sais pas d'où ça vient et comment le public accepte ça, c'est que les spectacles sont diffusés et ils continuent la tournée. Oui, derrière, je comprends pas ce truc-là en fait. Ça. Mais c'était qui l'autre jour qui était pas sur de la répartie, pas sur de la répartie. Non, mais ce que je veux dire, c'était putain, le premier où je me suis Redouane Bougueraba, il a ce truc où je sais pas sur quelle chaîne c'est, Amazon Prime. Puis il continue à tourner, mais je me suis rendu compte avec Jérôme Commander à l'époque, il avait son truc sur Amazon Prime, sorti, diffusé gratuitement pour les gens abonnés, mais la tournée continuait. Kev, il a fait son truc live sur TF1, en direct à la télé TF1, la tournée continuait. Je me dis, mais comment le public... Ils ont acheté avant ou après? C'est ça aussi la question. Après, y a un je crois qu'ils viennent quand même, parce qu'en fait, c'est cool pour nous, parce qu'on a cette culture en France où c'est genre, si tu l'as vu à la télé, t'as envie de voir la même chose, mais en vrai, comme la musique. Comme les chansons, c'est ça. Ouais, et qu'en Angleterre, en tout cas, dès qu'on a vu le truc, moi je ne comprends pas ce phénomène, mais il existe, t'as raison. La seule manière que je le comprends un peu, c'est si t'amènes un ami. Mettons, je t'ai vu en show, j'ai aimé ça. Et là, j'amène un ami te voir. Là, il y a de quoi de le fun de faire comme hey, tu vas capoter. C'est ça. C'est comme sans vendre les punchs, mais dire regarde ce bout-là, fait que tu vois la réaction de ton ami. Et au Québec, c'est comment? C'est accepter ce truc-là de... Non, ben personne fait ça. Personne fait ça. Quand c'est diffusé, c'est mort. C'est mort. Ouais. Enterré. On essaye, des fois on essaye de... Mais moi, de la manière dont je monte mes spectacles, des fois... Je garde des vieux bouts le temps que j'aille assez de matériel. Puis ma nouvelle tournée, c'est la première fois que je faisais pas ça. Vu que là, je me disais, je me connais, chaque fois que je vais voir un humoriste, puis je connais le numéro, je fais encore la même chose, même si c'est nouveau. T'sais. Moi, je suis d'accord. Ouais, moi, j'arriverais pas en tant que public à aller voir un truc que j'ai vu. Parce qu'en plus, quand je regarde à la maison, j'aime bien revenir en arrière. Tu vois, analyser, dire ah putain, bien joué. Attends, il avait dit ça il y a 2 minutes, je reviens, tu vois, donc je le décortique le truc et je suis comme toi, moi je vois pas l'intérêt parce que il y a pas la surprise. Pour moi le rire c'est la surprise. L'évolution, les changements. Ouais, mais ouais. C'est qui elle? Qu'est-ce que... Non, je rigole. C'est une blague. Non, c'est une blague. C'était tellement méprisant. Pardon. C'était juste pour la vanne. En plus, venant du gars qui est comme moi, ça me prend le public, ça me prend l'interaction. T'es qui, toi?
Parce que, en plus, tout à l'heure, t'as dit les droits d'auteur et tout, c'est toi qui avais dit ça. Oui, mais en fait, parce que tout à l'heure, elle avait déjà parlé quand t'avais dit que moi je l'ai là. Parce qu'il n'y a pas de droit d'auteur si tu déclares pas la personne. Bah oui, du coup, c'est pour ça. Et comment ça marche ici? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de specials à la télé traditionnelle? Tu sais, comme tu disais que Kev, il était TF1. Ouais, c'était en direct il y a pas longtemps. Je crois qu'il y a 6 mois. Je sais pas si. Il y a moins. J'ai l'impression que c'était il y a moins de 6 mois. Donc c'était. Mais il n'y en a pas beaucoup en live à la télé. Mais oui, souvent, Canal+, ils ont plusieurs chaînes. Ils ont Canal+, il y a C8, il y a C-Star. Donc il n'y a pas de publicité? Pas de publicité, ça. Tu sais, le pause spectacle. publicitaire. OK, sinon, ça serait Je sais pas, le peut-être, show mais je le crois pas. plus weird que... Non. Il y a Oui, des tu pauses... c'est dégueulasse C'est pour en le live? public. C'est déjà enregistré. Oui, c'est déjà OK, capté, c'est oui, déjà oui. enregistré. Oui, OK. tu t'arrêtes OK. ta blague. Ouais, parce que du Non, live, oui, ça oui. serait horrible, là. Tu sais, là, tu fais... Et, OK. Là C'est t'as comme une les late shows, pause, it's tu time for an regardes. ad break. Ouais. Ah ouais. D'ailleurs, le show de Roman Fressinet, il est super. Le dernier, il est sur Canal. Tu OK. l'as vu? Je l'ai vu aujourd'hui, ouais. Ok. Roman qui a longtemps resté au Québec. Ouais. Il a resté Ouais. 2 ans, 2-3 ans au Québec. Mais ça se sent, il a une ouverture d'esprit. Ça, on sent qu'il a voyagé et franchement, moi, j'ai adoré son dernier show. Mais toi quand tu étais venu, parce que nous, on s'est rencontrés à Juste pour rire, une année que j'animais un gala. Ouais. Et tu m'avais tellement impressionné. Tu avais les meilleures blagues de pédophiles. J'avais C'est ma vu grande de fierté. vie. Et Bah tiens, il y en a une d'ailleurs. Il y en a une qui est dans un des DVD un Netflix de Dave Chappelle. Oh! Mais il y a 2 ans, quoi, Ok. tu vois. Mais jamais je me dis, Dave Chappelle, il m'a volé. Il sait même pas que Ah ouais. j'existe. Moi, je sais que je l'ai pas volé. Même au-delà d'avoir des témoins. Donc moi, je continue à la faire. OK, ouais. Ça me dérange pas. Mais Et t'as le droit. Oui, parce que je le sais. Et non, j'étais. Mais puis tout le monde à Montréal, tu sais, le festival t'avait adoré, t'avais quasiment adopté, tu sais. Puis j'étais surpris que tu reviennes pas Ouais, mais l'année d'après. Puis t'es jamais revenu après Alors, ça. hein? j'étais extrêmement fier, Mike, je te l'ai dit, mais je le dis publiquement, de faire partie de ton gala. Parce que il faut savoir que Mike au Québec, il a une place vraiment particulière. C'est. Non, mais c'est vrai, je le dis. C'est Michel qui a lancé les. Ah ouais, c'est vrai. Son manager. Non, mais il a vraiment une place particulière parce que c'est un ancien. Mais il est encore au sommet, tu vois. Et il a un truc dans l'humour noir, et puis moi qui suis tous les spectacles, il se passe plein de choses dans la vraie vie, comme les plaintes pour les handicapés, etc., que tu arrives à intégrer à chaque fois. Moi, je trouve ça très fort. Donc, et moi, je suis dans mes faits d'armes de ma carrière, il y a être le seul Français à avoir fait le gala de Mike au Québec. Et il a raison, ça s'est trop bien passé. En plus, là, c'est Wilfrid Pelletier. Ouais. La salle, elle est immense, il y a 3 balcons et tout. Et j'ai kiffé. Et j'ai adoré mon expérience québécoise. On en parlait tout à l'heure, je suis venu, je crois, 8-9 jours, j'ai joué 30 fois là-bas, j'ai gratté toutes les premières parties, tous les plateaux, j'ai fait des battles d'impro, j'ai fait ton gala. Et je voulais trop revenir. Et la flemme. Je déteste prendre l'avion. Vraiment, je déteste prendre l'avion. Et j'aime trop jouer à Paris l'été. Parce que Paris est vide. Et l'ambiance d'ici, et ça fait depuis 2013 que je me dis chaque année, je vais y aller. Et il me faut une vraie excuse, il faut un vrai truc. Mais Donc, si tu m'invites sur un vrai truc, on va y réfléchir. Ça, mais j'ai vu, mais j'ai pas de vrai truc. Mais Faut que... c'est ça, cet été, l'été passé, tu sais, quand on était en Europe, je voulais t'amener à Lausanne, puis quand je t'ai dit Lausanne, c'est comme si tu disais à une personne normale, j'aimerais ça que tu viennes en Australie. C'était comme si c'était loin, là, Ah comme bon? ça allait te prendre 6 mois. Non, Lausanne, c'est à côté, justement. Ouais, OK, OK. Pour moi, c'est à côté, c'est la Suisse. On parle de la Suisse. OK, non, je sais, mais ta réponse sonnait comme si c'était « Ah non, c'est trop loin. C'est ma réponse qui fait ça? Ouais. C'est ça. C'est Ah de même ouais, que je vais l'ai regarder pris. alors. Mais OK. je me suis pas... je me suis pas rendu compte. Ok. Non, mais après, peut-être je jouais aussi ce jour-là. Bah, tu sais, après, c'est toujours. Parle-lui, c'est là qu'il faut que tu interviennes. C'est là qu'il faut que tu me sors de la merde, pas quand je dis des trucs intéressants. Putain. OK. Prochaine fois, je vais à Avec Lausanne. plaisir. Mais est-ce que, tu sais, quand je te vois sur Internet, tu es toujours à Paris.
t'es toujours sur Paris. Est-ce que tu fais des tournées? Oui, Ok. oui, mais Paris, c'est à côté. Je prends toujours un théâtre qui soit 15 minutes de chez moi. OK. Et je m'arrange pour arriver au théâtre à 1 minute avant de jouer. Et je te jure, vraiment, moi, les déplacements dans la vie, tu sais, je sais pas si on vous a déjà demandé, j'imagine que tout le monde a la réponse, mais je vais l'essayer sur scène bientôt. Donc je le dépose là. Je vais l'essayer, pardon. C'est quoi le pouvoir que vous auriez aimé avoir? Moi, c'est la téléportation. OK. Tu vois, les déplacements m'ennuient, les trajets, les bateaux, les avions, les voitures. J'ai mal à la tête dans les transports. Ça m'ennuie et il faut vraiment, quand je te dis il faut un vrai truc, c'est pas une grosse salle il faut que le ratio plaisir contrainte du trajet soit en ma faveur. Tu vois? Moi, je suis l'opposé. J'adore voyager. Ouais. C'est le seul moment où je suis seul. Oui. Dans ma tête, sans ma femme, sans ma fille, sans les gens, sans la C'est prod, filmé, sans hein. Tu tout sais que le c'est monde. filmé. Ouais, je sais. Ouais. Pourtant, Elle est déjà au courant. Savoir Elle est déjà que- au courant. Mais c'est limite là où mon cerveau il fonctionne le mieux, c'est prendre un avion de 12 heures et sans Wi-Fi. putain, là, c'est comme si un mec me disait, moi, mon kiff, c'est de me rouler dans les orties, torse nu. Ça me fait la même chose, je te jure. C'est incompréhensible pour moi. Ouais, Ok. moi, je sais pas. Non, mais c'est. ouais, il faut l'inverse. tout le monde, hein, il faut de. Ouais. 12 ans d'avion, pas de Wi-Fi. Est-ce que t'écris? Est-ce que tu lis? Est-ce que... Je crois que soit j'écoute de la musique, soit j'écoute un podcast, et puis Ok. ça me fait. En fait, mon cerveau. Vraiment ouais, décroché. j'ai du mal en fait. Et c'est con, hein. J'ai quand même resté à Paris, mettre mon téléphone sur mode avion, mais il y a un truc où je suis à la maison, où je suis là où j'habite, et de devoir répondre à des gens tout de suite quand Ouais. ils disent hey, est-ce que ça te dit ce truc-là aux réunions, des trucs comme ça, j'arrive pas à, j'arrive pas à Ouais. C'est pas grave, mais il y a eu plusieurs allers-retours quand même. pour ceux qui écoutent, j'ai bavé sur Mike. Et ouais. Mais Toi, je t'aimes pense... bien, toi, t'aimes bien voyager, Mike. Ben, moi, j'aime... J'ai comme un autobus de tournée que j'aime beaucoup. Ah, trop bien. Mais c'est pas... Moi, je dis un autobus, c'est pas un autobus. Comme un Sprinter, mais intérieur limousine. Puis j'aime ça Oui, être tu m'étonnes. en limousine. Un Ouais. sprinter, T'sais, ouais. La Un Mercedes, Sprinter. Ouais. Fait que, mais moi, c'est même pas Mercedes, c'est Dodge Ram. c'est très, très américain, cheap, mais il est Est-ce qu'il y a des super étoiles beau. dans le plafond et tout? Non, mais c'est plafond haut, comme ça, tu peux Ouais. être debout. Il y a 2 télés. Debout. Tu sais, tu peux marcher. Fait que si Non, mais t'as- c'est important, je te jure, Ouais. c'est vrai. Non, mais puis il y a un frigidaire, il y a une salle de bain, il y a 2 divans, 2 télés. C'est C'est une caravane en fait que ouais, tu nous vends. ouais, exact. Mais ça, fait que ça, j'aime ça. Ça parce que change tout. j'avais réalisé, tu sais, le Québec, c'est tellement grand comme en superficie que je me disais, qu'est-ce que j'haïs de mon métier? Puis c'était le 8 heures d'auto pour aller faire un show. J'étais comme c'est insupportable. Puis que Montréal est trop petit. C'est pas comme Paris que tu peux Oui, faut tourner juste jouer à en Paris. région, bien sûr. Il faut que, surtout au Québec, nos salles se remplissent plus facilement en région. Fait que là, j'étais comme, ça me prend un salon qui va voyager. Et Ouais, quand ça, tu ça a du sens avec la contrainte Ouais. géographique. C'est Ouais. vrai qu'ici, on a un TGV 2h30, 3h, t'es à Marseille, et donc du coup, on n'a pas besoin de tourbus si c'est pas une grosse équipe comme de la musique. Eux, ils partent en tourbus parce que c'est moins cher de payer 10 personnes un billet de TGV. Mais en vrai, si t'es seul avec Oui, ici, en plus, vous avez un TGV. Nous, c'est des trains qui roulent à 36 km/h. Ça, c'est fou. Tu sais, t'es dans le train, tu vois un monsieur en vélo à côté de toi. ça fait tellement C'est chier. fou. tu sais. Ça, Ah ouais, c'est inacceptable. Et quand tu pars en tournée, tu pars qu'avec Michel? Non, je pars avec... ben là, ma nouvelle tournée, d'habitude, j'ai 2 premières parties et j'ai 2 techs. Ok, donc il y a quand même une ambiance de Oui, nanana. oui, oui. C'est Moi- comme une fête. Ma productrice, c'est ma mère. OK. Donc quand on part en tournée, c'est ma mère. On s'est croisés dans le train une fois. Ouais, à Bruxelles, pour aller à Bruxelles. Il y avait ma mère. Ouais, il y Voilà, avait c'est ta ma mère. Flemme. C'est relou, tu vois. C'est pas la même énergie. Ouais. Tu me dis on part 8 heures avec des potes, nanana, c'est pas la même chose. Mais c'est quand même toi qui l'as engagé, Oui. par exemple. Tu sais, Mais parce que le ratio. Parce que le ratio, je sais où va l'argent et je suis en confiance OK. et je suis avec quelqu'un de bienveillant qui veut mon bien avant de se remplir les poches, il est plus important que on va se faire chier pendant 3 heures dans la voiture et c'est pas grave.
OK. Après, c'est ma mère, on a plein de sujets en commun, on rigole, tu vois. Mais non, mais c'est filmé. Moi aussi, j'ai oublié que c'était filmé. En plus, elle est grave susceptible. Putain, me casser la tête. Ta mère sur est ça. susceptible? Ouais, ma mère est très susceptible. c'est drôle, très ça. susceptible. Elle peut pleurer comme ça. Ah, j'avais adoré ta vidéo en parlant d'impro, les vidéos que tu as aimées, où ta mère elle commence à dire, merde. T'avais pas une vidéo oui, c'est ça, le micro, C'était quoi il fonctionnait pas, ton micro. Ah, avec le régisseur, et tu le fais fameux. une voix off, là, genre le régisseur, c'est pas de sa faute et tout ça. Ta mère, elle intervient, elle commence à insulter tout le monde. Elle est hilarante cette vidéo. Ouais, en fait, quand elle est en posture de productrice, elle se la raconte. Donc dans la salle, parfois je suis en train de faire je suis sur scène et tout, j'entends une voix d'immigré qui fait trop long. Pardon, c'est trop long, il faut rendre la salle maintenant. Et voilà, et elle me coupe. Mais par contre, quand on est en relation mère-fils, pardon. Ce soir, C'est 2024. c'est YMCA. Ok. Là, par contre, l'autre fois, elle était chez moi et cuisinait. Et je sais plus, on parle d'un sujet. Et je dis, maman, c'est chiant, franchement, les billets à tel. Et là c'est trop cher. Je pense que les gens ils vont pas réussir à truc et tout. Et tu sais, je la vois de dos en train de cuisiner. Et d'un coup, elle fait juste ça. Attends, je vous le fais. D'un coup, je vois juste quelqu'un couper les ongles. Et d'un coup, elle fait ça. Fait. Je fais, maman, tu pleures? Oui, je pleure parce que tu me respectes pas. Et c'est injouable parce que dès qu'il y a un sujet, tu peux pas faire comme ta mère. Tiens, tu peux rien faire comme ta mère. Ouais, c'est pas non. possible. Donc les billets sont trop chers. Voilà, je vous le dis. Au final, même moi je trouve. Ouais, tout le monde se dit, ouais, il a fait un bon choix de. Non, mais pour vrai, mais ça, je comprends qu'il faut faire confiance à la personne. C'est trop important. Moi, Michel, c'est comme de la famille, tu sais. Bien sûr. Puis, ouais, c'est ça. C'est comme, mais je l'ai jamais vu pleurer. C'est encore pire. Il le fait en secret. En train de cuisiner surtout. Ouais. Je vais essayer de la faire pleurer. C'est ça mon objectif. Avant qu'on Je viens de vienne. tilter qu'elle coupait les oignons et que j'ai pas fait le lien. Ouais! Je me suis peut-être fait manipuler. J'avais pas fait le lien. Là, jusqu'ici. t'essayes de te rattraper à la caméra. Non, mais elle est forte. Elle est très forte. C'est fort. Hey, est-ce que Yann, il y a des questions? Oh, Oui. hey, Chris, t'étais prêt, hein? Non, mais c'est parce que notre micro, on a un micro habituellement avec un petit bouton pour Ok. l'ouvrir puis Et le là, fermer, là, puis y a il fonctionne pas de- pas, y a fait pas que de bouton. faut que je branche mon micro. J'en ai 2, 3. OK. Puis après, on va aller avec des questions d'eux autres. Ouais. Il y a Talva qui demande ma question est pour Kyron. As-tu toujours un prix César chez toi ou tu l'as remis? J'ai pas compris la question, pardon. Je comprends pas. Est-ce que tu as un prix César? Ah, ok, l'anecdote est marrante. Ok, j'ai compris. Ok, on repart il y a très longtemps. Je fais mon premier film avec Leila Bekti, qui est mariée à Tahar Rahim. Et on est très potes avec Leila. Et un jour, pour un sketch, j'ai besoin d'un César. En 2016, elle me prête le César de son mari pour que je l'utilise pour le sketch. Et j'oublie de lui rendre. C'est encore pire, c'est encore pire. Et quand j'emménage dans mon nouvel appartement, il y a un endroit où il faut mettre un prix. Et, et moi, tous mes prix, je les ai donnés à ma mère. Ils sont dans son bureau. Non, mais parce que j'ai des prix quand même, mais pas de César, mais j'ai des prix. Je les ai donnés à ma mère. Du coup, je me retrouve là sans prix à mettre à ce truc-là. Et je me dis, tiens, je vais mettre le César de Tahar pour voir. Et franchement, il rentre trop bien dans l'espace. et donc, depuis 2016, j'ai le César de Tahar à la maison. En plus, il me l'a réclamé l'autre fois. J'ai honte. Je lui ai dit que j'avais oublié, ce qui était évidemment vrai. Et donc, quand les gens ils viennent, ils voient ah t'as quoi, t'as un César. Et moi, je veux pas mentir, dire oui, c'est mon César. C'est pas mon César. En même temps, j'ai pas envie de dire c'est pas mon César. Donc, je dis non, mais c'est pas important, laisse tomber, viens. Voilà. Et ça fait mec humble alors que c'est pas mon César. Et non, je l'ai toujours pas rendu à Tahar, mais il faudrait que je lui rende à l'occasion. Ouais, c'est vrai. C'est très drôle. Et j'ai vu aujourd'hui que tu as eu tes chevaliers. Ouais, bah ça, ouais. Là, ça, c'est. Chevalier des Arts et des Lettres. Ouais, Ouais. ça, comment ça marche? Puis ça, Oh, c'est merci, impressionnant. Merci. En fait, j'ai ce. Regarde, je vais peut-être regretter ce que je dis.
ce que je vais dire, je vais peut-être le regretter parce que la vie va faire que. Mais à l'heure actuelle, je le pense sincèrement. J'ai été nommé une fois au César et c'était pour mon premier film qui parlait de l'histoire de mes parents. Et j'ai été trop content de pouvoir les amener au César parce que eux ils voulaient venir. Et donc j'ai dit à leur gars des Césars, s'ils viennent et tout, c'est cool. Ils ont réussi à nous faire venir, donc je les ai emmenés. Mais je crois que je suis pas fan des cérémonies de récompense et de ce genre de choses sur des sujets subjectifs. Et donc quand on m'a nommé Chevalier des Arts et des Lettres, bah j'ai pas été à la cérémonie. OK. Je l'ai pas fait. Et du coup, je sais même pas si j'ai la médaille ou si c'est ma mère qui l'a. Je me rappelle pas. Mais je suis pas dans les récompenses. Ma seule récompense, vraiment, et c'est pas un truc de démago, etc. C'est le public. C'est quand on m'envoie des messages ou quand les gens se déplacent dans la salle, c'est ça ma récompense. Et du coup, pardon. Non, mais excuse de te couper, puis après. Mais Chevalier, mais tu le sais pas, vous t'étais pas là. Si tu mais reçois une lettre, est-ce qu'ils font le truc je comme sais en pas. Angleterre? En fait, j'ai reçu. T'as raison, c'est une vraie question. Ouais. J'ai reçu une lettre disant que j'étais nommé Chevalier des Arts et des Lettres. C'était après mon premier film, c'était en 2016. Et je crois que j'ai dit merci par texto, je sais plus. Ah ouais. Ouais, j'ai dit merci ou par téléphone, je me rappelle plus. Mais on n'a jamais fait rien. Et je te dis, toutes les récompenses que j'ai eues, c'est surtout souvent au cinéma où on te les envoie après par. Ils sont dans le bureau de ma mère, elle est contente. On dirait un musée à mon effigie, à ma gloire, tu vois. Mais moi, j'aime pas avoir ces choses-là à côté de moi. Okay. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je garde le César de Tard. C'est parce que c'est pas le mien. Ah ouais. Ça passe ou pas? Non, ça passe. Ouais. Ah, mais ça, mais je te comprends. Moi, j'ai longtemps été de même. Moi, j'aime pas les prix. Dans mon bureau, pareil. J'aime ça me faire... Tu sais, j'aime pas voir que j'ai du succès. J'aime ça penser que hey, c'est mieux de marcher, sinon mon loyer sera pas payé. Sinon, vous avez des prix chez vous parce que moi, pas du tout. J'ai rien à... Non, mais en plus, c'est intéressant parce que ça pousse à l'humilité parce que tu te remets en question tout le temps. Et moi, je trouve que c'est toujours mieux de se sous-estimer que de se surestimer. Et j'ai trop peur d'un jour d'être là et de voir les 15 prix et de faire... Oui, j'en ai 15. Et de faire de voir les 15 prix et de faire... ouais, ok, voilà, je suis là, je suis arrivé. Et la salle, elle remplit pas. Et le vrai test, c'est la salle le soir. C'est ça mon vrai métier. C'est humoriste. Et quand la salle est pas blindée, personne ne le vit bien. Mais je pense que tu le vis encore moins bien quand tu as des prix et que tu les regardes. Ça fait combien d'années que tu fais ça? Ça fait 20 ans, là? Non! Ça fait combien de temps? Ben non, mais ouais, c'est vrai. T'as 36? Non, j'ai 42. 42, je vais avoir 41, fait que ça pourrait faire 20 ans, tu sais. Ouais, mais j'ai commencé tard. J'ai commencé tard. Non, ça fait le stand-up tout court ou ce spectacle? Non, le stand-up. Le stand-up, j'ai commencé en 2006 ou 2007. OK. Ouais. OK. C'est pas loin. Ouais, ça fait... Il est comme... Hey, ouais. Ça fait 20 ans. Hey, fuck you. Ça fait juste 18. OK, excusez. Mais j'ai été nul longtemps. Franchement, pour moi, j'ai commencé à être bon en 2011. OK. Tout ce qui est avant, c'est à jeter. Il n'y a rien à garder. Même mes passages du Comedy Club, poubelle. Vraiment. J'étais pas bon, franchement. Mais ça, est-ce que tu as peur après, ça fait pas 20 ans, là, mais après 18 ans, tu sais, comme là, les gens, quand ils viennent te voir, sont tellement contents de te voir. Est-ce que tu as peur que la clap de fin soit moins forte que la clap du début? Non, je pense pas à ça. Okay. Ça, c'est un sujet, tu sais... moi, je veux partir au top pour qu'on ait une bonne image de moi, pour rester... Moi, je m'en tape de l'image. Je pense juste à mon plaisir. Okay. Et si j'ai un public qui vient me voir jusqu'à 70 ans, 80 et que je peux encore parler sur scène, j'aurai moins de rythme et on sera entrevus dans la salle, mais je continuerai à kiffer. Mon spectacle, il est d'un égoïsme. Je le fais que pour moi, en fait. Après, je suis exigeant, donc il faut qu'il y ait du rire et qu'il y a un rythme et que si parfois les gens disent ah c'était super et moi je me dis non c'était pas bien ce soir, on aurait pu faire mieux. Je suis très exigeant, mais je le fais pour moi. Le jour où ça m'amuse plus, j'arrête les spectacles du jour au lendemain comme ça. Il y aura pas de soirée d'adieu, ma dernière truc, je m'en fous complètement. Non. Toi tu vois ça toi? Non, moi j'aurais jamais tourné d'adieu. Voilà. Moi je pense que je vais juste mourir.
sais. Non, mais Je suis tu d'accord sais, avec toi. puis j'espère que c'est dans 40 ans, là, tu sais, ou 50 ans, mais chaque fois que je vois des artistes dire « c'est ma dernière tournée », C'est je marketing. suis comme « tu le sais pas. Ça va être ta dernière tournée parce qu'un docteur t'a dit « hey, il te C'est ça. reste 3 semaines à vivre », tu sais. Puis c'est là que ça va C'est finir, ça. tu sais. Mais par contre, t'as raison sur un point. J'ai pas envie de faire l'année de trop. Où tu vois que ça retombe et que tu te dis, bon, là, si on se retrouve à 40 dans la salle, je pense que je prendrais une pause et je me dirais, ok, donc là, je suis ringard. Il y a un truc qui marche pas, il y a un truc qui marche plus. Il faut que je fasse autre chose ou il faut que je trouve une autre connexion et je reviens plus fort. Mais je pourrais pas juste faire un spectacle qui marche moins bien, celui d'après moins bien, celui d'après moins bien. Et un jour, tu tombes dans le cimetière des éléphants des humoristes qu'on a oubliés. Ça, c'est relou quand même. Mais la beauté, par exemple, qu'en vieillissant, ton public vieillit aussi. Ouais. Puis moi, je l'ai jamais vu live, show complet, mais Don Rickles, tu sais, l'humoriste américain, je sais pas si tu sais c'est Je vois pas qui là, c'est, tu sais, moi, je connais pas. c'était un humoriste d'insultes. Fait que lui, c'est beaucoup du crowd work, mais il insultait tout le monde dans la salle. Puis il demandait à ses techniciens, les 2 premières rangées, il plaçait personne et il disait à son tech, OK, si tu vois une grosse madame, mets-la en avant. Un monsieur avec des grosses dents en avant, mal habillé. Ouais. Fait que juste puis là, les gens arrivaient à ces spectacles, puis ils étaient comme, c'est bien cool, il y a Frank Sinatra qui est dans le 8e rangée, puis moi, je suis en avant, puis là, lui, il faisait juste insulter tout le monde. Puis, ses derniers shows, il y avait, je pense, il y avait 90 ans, il y a de la misère à marcher, mais son public avait le même âge que lui. Fait qu'il y avait, C'est il y avait de magnifique. quoi de vraiment beau, tu sais. Mais je pense que ce mec-là, il est décédé maintenant, Oui. j'imagine. Je pense qu'il a jamais été ringard parce que quand tu parles au public, quand tu as l'habitude de vraiment leur parler tout le temps, tu sens, oh, cette vanne-là, elle est datée. Tu fais une blague, tu vois, oh, celle-là, elle marche moins bien qu'il y a 2 ans. Et moi j'aime beaucoup l'humour intemporel pour pouvoir réutiliser, tu vois. Et tu dis ça fonctionne moins. Cette insulte-là, elle était marrante il y a 4 ans, mais entre-temps, il y a eu des trucs où elle passe moins bien. Et je pense que tu te mets tout le temps en question quand tu parles au public. C'est pour ça que quand tout à l'heure, tu as demandé avec qui vous coécrivez, moi, je coécris vraiment avec le public. Après, il n'y a pas de droit d'auteur, évidemment, pour des raisons évidentes. mais ouais. Ah, c'est cool. Yann, autre question. Il y a beaucoup de monde qui demande quand est-ce que vous venez au Québec, les deux. Moi, j'en reviens. J'étais là. Ouais. Ce missile. Ouais, j'étais là. J'ai rempli l'Olympia, merde. Non, ouais, j'ai fait mon dernier spectacle là-bas. J'ai fait Québec et Montréal au mois de novembre. Et À l'Olympia et à Québec, merde. La Grand Théâtre, c'était un truc belle. l'Impérial Bell. L'Impérial qui est Bell, exactement. une très belle salle. Ouais, c'était vraiment cool. Et j'avais fait le restant du Canada aussi. C'était vraiment cool. Moi, j'adore aller là-bas. J'ai passé 1 an là-bas pendant mes études de français quand j'avais 21 ans. Puis j'avais adoré la mentalité, les gens, le langage. Je préfère le québécois que le français de France. En termes de juste la sonorité, J'adore le aussi, rythme, je sais pas. les gros mots, les sacs, comme vous dites. J'adore ça. Nos Vraiment- sacs sont drôles. Ouais. Ouais. C'est juste sonoriquement, ça marche Ouais. mieux. Je trouve Ouais. que. Mais ils sont tellement dociles, mais quelqu'un qui comprend pas la langue, ça sonne violent. Ouais, c'est ça. Tabarnak, ça sonne. Calisse. Mais après, quand tu demandes c'est quoi tabarnak, là, tu fais ah, c'est l'armoire dans l'église. C'est l'affaire la moins violente. Tu sais, calice. Tu sais, ça vaut hostie qui est le petit bout de pain. C'est pas, c'est pas très violent. Ouais, c'est vrai. Mais c'est violent niveau Au phonétique. son. que Et j'aime bien. tu as joué dans un chef-d'œuvre québécois qui est. C'est quoi? Chef-d'œuvre, un peu pour les mauvaises raisons, mais tu as joué dans Aline. Ouais, c'était. Aline. Ah ouais, tu fais quoi qui- dedans? ah, Je joue un Québécois dans ce film. Ah ouais? Parce que Et tellement. il est crédible avec l'accent et tout? Tellement ils avaient plus d'argent pour envoyer un vrai Québécois pour tourner à Bussy-Saint-Georges, ou je sais pas où ils sont les studios. Je crois que c'est une ville, Bussy-Saint-Georges. Non, Oui, ça existe ici, bien sûr. c'est 77. Brie-sur-Marne. C'est un autre. C'est là où il y a des studios, et du coup, j'ai. Honnêtement, c'était un sketch. J'avais une phrase dans le truc où j'ai tenté avec l'accent québécois, et puis ouais, C'est quoi tu disais? je disais, en fait, c'était Céline Dion, l'Eurovision. Ouais.
88, elle gagne, elle Ok. représente la Suisse, et moi je suis derrière le rideau avec Valérie Lemercier. Il y a une Danoise sur scène, et comme c'est une comédie française, et puis je joue un peu un bouffon québécois, tu sais, j'ouvre le rideau et je regarde la Danoise, et ma phrase à Valérie Lemercier, je me retourne et je fais « Hey, elle est bien bonne la Danoise, là ?» Ça va, non? Ah ouais. Et c'est tout. Voilà, marche. c'est Ah ouais, non, c'est mais ma ça contribution au cinéma français. Ah ouais. Voilà. Mais attends, mais. Ouais, de la manière que tu me l'avais décrit, je pensais que c'était pire que ça. Mais Bah, ce qui était pire, c'est que moi j'étais mal à l'aise, je savais pas. Et c'était horrible parce que, en fait, il y a personne. Il y avait quelques acteurs québécois dans le film, mais eux ils sont restés tournés OK. au Québec, à part Sylvain, je crois que c'est le comment il s'appelle. Ouais, Sylvain Marcel. Ouais. OK. Lui, il était venu à Paris pour faire les scènes ici et tout le tournage, mais c'était après le tournage. Je raconte ça dans mon deuxième spectacle où en fait il fallait que je me redouble moi-même. Pour le Québec. Mais en Québec, mais avec un coach québécois qui me donnait des tips sur Ah ouais. l'accent de mon là était pas assez bas. Quand je disais elle est bien bonne la danoise là, c'était pas assez là. Là. Faut que ça descende là tabarnak esti. C'est bien Et du coup C'est bien drôle qu'ils ont pensé à engager ce coach-là Mais pas- après. Tu sais, c'est quand même drôle de dire. je crois qu'ils ont fait tourner tout le film Ouais. et à la fin ils ont dit ouais les gens mais je crois qu'en vrai le coach c'était beaucoup pour Valérie Lemercier parce qu'elle parle Ouais. évidemment dans le film beaucoup plus et du coup comme elle est française et les Français il y a une difficulté avec l'accent québécois. Mais ça a été bien accueilli en France. Tu sais, ça a été nommé au César. Mais au Québec, c'était T'as pas normal. besoin de finir la Non, phrase. mais c'était un chef-d'œuvre, mais pour les mauvaises raisons. C'était vraiment drôle. C'était drôle de voir une madame de 62 ans déguisée en petite fille de 6 ans. Ouais. C'est magique, tu sais. Ouais, Je l'ai pas vu, moi. Ah, En c'est... fait, ils ont utilisé une technologie pour rajeunir Valérie Lemercier dur, dans le ouais, je corps vois. d'une petite Mm. fille. Donc tu reconnais le visage? Ouais, mais pas le- Ah ouais. ouais. Fait que c'est une vieille face française sur une petite québécoise. J'ai un ami que il jouait. Il y a comme un line-up, puis il vend un autographe. Et il y a un petit Sharpie, il donne le Sharpie, et elle a un Sharpie gros comme ça. C'est joué gros, là. On dirait un sketch. Ouais, c'est un sketch parfait. Ouais. Si tu prends des edibles, c'est genre des muffins aux potes ou THC ou champignons magiques, plus ce film-là, ça mérite le César. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Bon, hey Yann, autre question. Il y a une question qui est bien étrange. OK? C'est Roxane qui demande, qui dit est-ce que les invités. Non, attends un peu. Au Québec, la grande majorité de nos humoristes sont des gens drôles on et off stage. Est-ce qu'en France, c'est la même dynamique? Je sais pas, j'ai pas l'impression. Je sais pas. OK. J'ai pas l'impression. Fait que t'as l'impression que les humoristes français sont moins bouffons dans la vie, tu sais? Tu sais, ouais, moi, c'est ça. Ouais. Moi, je Ça dépend je des le gens, trouve hein. pas moi, moi, les Québécois que je connais, que ce soit Mike, que ce soit Adib, Samy, ceux que j'ai rencontrés, tu vois, je vous trouve pas bouffons en fait dans la vie. Je trouve que en fait, ça dépend des moments. Même la question, c'est Roxane qui la pose. Non, c'est Ariane. Ah, Aria. T'as dit, Roxane. King of the Ouais, non, Roxane, c'était l'autre question. Mais En fait, je trouve que là, ça dépend des moments. Il y a des moments où un humoriste va être super enjoué, etc. Et à un moment, il va être plus dark dans sa vie. Et puis à un moment, il a juste pas envie de faire rire tout le monde. Il y a aucun humoriste, je pense, qui est là en dépression toute la journée ou qui saute partout. Hey, tu vois. Ouais. Je sais pas, non, peut-être je me trompe. ou- Ouais, ça dépend des moments. Puis en vrai, la question, ça vient de quelqu'un. Je sais pas si cette personne connaît des humoristes personnellement, mais peut-être qu'elle veut dire. Je genre, pense, elle doit dans se des fier, podcasts ou- elle se fie probablement sur des podcasts. Tu sais. Ouais. Est-ce que les Français sont aussi drôles quand c'est écrit que quand c'est Alors, pas écrit? pour moi, tu sais? non, mais même les Québécois. Il y a aucun Québécois qui peut faire rire au même rythme que son spectacle dans la vie pendant 1 heure. Ça n'existe pas, sinon ce serait pas un métier. Tu vois. Donc je pense que personne ne peut satisfaire l'attente d'Aria d'être pareil drôle dans la vie. Après, moi, je connais plein de monde qui sont beaucoup plus marrants
dans la vraie vie Que sur scène. Non, qu'ils font pas de scène en fait, mais c'est des gens Ah oui, bien tellement sûr, drôles bien dans la sûr. vie. Et tu dis, mais c'est dommage que parce que je crois que nous, beaucoup d'humoristes, on a trouvé un truc drôle dans la vraie vie, on s'est dit, il y a peut-être moyen. Et après, on galère pendant des années à trouver notre voix sur scène et tout ça. Et après, il y a des gens autour de toi, tu te dis, mais t'es tellement drôle. Mais je crois qu'on l'a perdu, nous, ces trucs-là. Je pense qu'on était comme eux. Ouais. Et la différence, c'est que le fait de travailler, de se professionnaliser, de décrypter, d'essayer de voir ce qui se passe et de changer, à un moment donné, quand il y a une blague, tu fais putain, c'est marrant ça. Mais tu fais plus. J'ai bien joué. Hein. J'ai pas de César, mais voilà. Mais tu vois, et je pense que c'est ça la différence, c'est que ce type qui est trop marrant et qui pourrait faire humoriste, si vraiment il commence à faire des plateaux et à travailler ça professionnellement, bah il serait au même état que toi, c'est-à-dire parfois il serait drôle, parfois il serait plus reculé. Après, ouais, j'ai côtoyé des gens après qui sont t'as l'impression qu'ils ont jamais de off switch, ils sont toujours c'est lourd, quelqu'un trop lourd. Ouais. C'est tout. C'est Moi, ça C'est comme m'insupporte. même, tu sais, Robin Williams en entrevue, je le détestais parce que des fois, j'avais le goût de faire, hey, t'es pas obligé de faire des bruits puis danser, là, tu sais. Ouais. Surtout, il était dépressif toute sa vie, tu sais. C'est pas normal qu'un gars qui finit par se pendre, il est tout le temps, Puis après, le truc qui est difficile avec des podcasts et des interviews à la radio, à la télé, t'es quand même là pour vendre un peu tes billets de ton spectacle. Donc si t'es pas drôle du tout pendant tout le truc, tu dis pourquoi les gens ils vont ça leur donne pas envie de venir voir le show. Mais après, je préfère être un peu plus honnête dans des interviews et des trucs comme ça. Il y a une interview de Robin Williams en public où il parle et quand le mec le lance, il regarde plus l'intervieweur et il se lève et il commence à faire des trucs pour le public. Et moi, ça, c'est ma hantise. Ça veut dire être dans un moment privé avec un humoriste et qui te mette de force en position de public. C'est-à-dire que quand tu parles à quelqu'un normalement, il parle. Et dès qu'il commence à faire des blagues, il commence à sauter partout. Tu deviens un public et c'est plus normal. Soit tu rigoles, soit t'attends. Ça, c'est insupportable. Moi, en plus, je suis vraiment bon public dans la vie. Là. Mettons, on parle autour d'une table. Si tu dis quelque chose de drôle, je vais rire fort. Mais si je sens que tu es en train de faire un sketch, c'est une trahison. Je suis incapable de rire. Même si c'est le meilleur sketch que j'ai vu de ma vie, je vais juste faire « Ah, c'est vraiment bon, ça. » Ah ouais, c'est très drôle. Ça, c'est fort. Tu sais, j'embarque pas... Moi, les humoristes, je les vois que dans les trains, en fait. C'est marrant, je viens de me rendre compte. J'ai croisé 2 humoristes dans un train il y a pas longtemps. Et il y en a un, c'est un super pote. Et donc, on parle et il me raconte un truc sur quelqu'un du milieu. Et il me fait des vannes et tout. Et je dis, elle est trop marrant, putain, c'est trop marrant ce que tu viens de me dire. Arrive l'autre et il lui fait exactement les mêmes vannes. Et donc, j'ai compris que c'était pas un sketch, mais il l'a raconté à plusieurs personnes. Et je me suis senti trahi. Genre, tu viens de me prendre en otage, on parlait normalement et tu m'as fait un sketch. Et moi, je déteste ça. Ah ouais. J'ai du mal avec ça. Mais après, c'est souvent pour se mettre en confiance. Souvent, c'est des gens qui ont besoin aussi d'être rassurés de « Ok, tu me trouves drôle, c'est bien, donc la discussion, elle peut être entamée. » Mais c'est chiant. Prochaine question, on va aller avec... c'est vous deux qui sont abonnés au Patreon de Paul. Ouais. Est-ce que vous avez une question, soit pour Paul ou Kairon ou moi? Pour Paul, on laisse tomber. Ah ouais, vu que vous pouvez... Prends mon micro comme ça, tu peux... Non, mais peut-être pour quand même avec plaisir. Une bien mauvaise expérience sur scène. Juste pour un mauvais souvenir, quoi. Parce que c'est important d'avoir les deux. Si, en fait, il y a beaucoup de mauvaises qui se terminent bien. Ok, une mauvaise expérience, c'est quand par exemple quelqu'un est hostile et que je le sens, mais qui ne dérange pas le public, donc je peux pas m'en servir. Si quelqu'un se lève et gueule, fait un scandale, je vais faire rire avec ça va être une mauvaise expérience, mais voilà. Mais quelqu'un par exemple qui est devant, pas toi, hein, mais imagine t'es au premier rang, t'es comme ça pendant tout le spectacle, tu fais la gueule, et quand je te dis ça va, tu passes une bonne soirée, tu me fais t'aimes pas? Bon. Tu vas souvent voir des spectacles d'humour? Ouais. Et d'habitude t'aimes bien? Ouais, d'habitude c'est marrant. Tu vois, pas quelqu'un qui fait ça, j'ai 2-3 moments où après je peux lui parler, mais si je reviens sans cesse vers lui, y a pas intérêt, il dérange pas, donc j'ai pas de raison de lui reparler. Donc si je reviens vers lui, ça va être perçu comme gênant pour les autres, ils vont se dire mais c'est bon, lâche-le, il s'en fout en fait. Et lui, le reste du public ne voit pas que le mec est comme ça. Donc c'est entre moi et moi, il faut que je réussisse à faire abstraction d'un gars qui est juste là, devant mes yeux, et ça c'est une mauvaise expérience pour moi. Est-ce que tu es capable de faire comme s'il n'existait pas, ou à un moment donné, ton cerveau, tu remarques juste non, le je gars le vois. qui te déteste? Et là, tu vois, la lumière, elle est plus sombre que dans ma salle de spectacle. Ça veut dire que là, 3e rang, je vois plus les gens. Dans ma salle de spectacle, jusqu'au bout, je vois tout le monde.
Et donc quelqu'un qui rigole pas, qui passe un mauvais moment, qui fait autre chose, je le vois tout de suite et je vais le chercher. Par exemple, regarde, là j'ai joué il y a 2 jours, je sais plus dans quelle ville, et il y a un gars, je dis t'es venu tout seul, il me dit oui, j'étais avec qui, je suis venu tout seul, je dis pourquoi t'as proposé à personne ou personne voulait venir? Il dit non mais mon entourage il t'aime pas. Je dis ah ouais? Je dis ah ouais? Il dit ouais. Je dis pourquoi? Mais genre il me dit bah ma soeur elle te déteste. Je dis comment elle peut me détester ta soeur? Et elle me dit parce qu'en fait dans un de mes films Mauvaises Herbes j'ai mis une blague sur l'esclavage. En fait c'est un mec un peu comment dire, un mec un peu maladroit qui donne plein de conseils dans la vie. Et il dit vous fiez pas au film porno, la vie d'un pompier est moins trépidante, tu vois. Il dit un autre truc, à un moment donné il dit brossez-vous toujours les dents, c'est important parce que c'est comme ça qu'à l'époque ils reconnaissaient les esclaves en bonne santé. Donc brossez-vous bien les dents, on sait jamais. Et après regarde un petit qui est noir et dit ils peuvent revenir, on sait jamais, tu vois. C'est une vanne d'humour noir, moi je l'adore, elle me fait trop rire, voilà. Et elle me dit, ça elle l'a pris personnellement, okay. Elle a pas aimé. Et je dis bah est-ce qu'on peut l'appeler ta sœur? Moi je me suis dit j'ai des blagues comme j'ai un stock de pédophilie, j'ai un stock sur l'esclavage aussi. Je me suis dit je vais lui faire au téléphone avec le public, ça va être incroyable le moment. Et il a pas voulu me la passer, donc le moment il a fait flop, tu vois. Mais je l'ai vu, j'ai été chercher. Moi j'aime chercher ces trucs-là, mais quelqu'un qui me donne rien, c'est le pire. Quelqu'un qui a bu l'alcool et quelqu'un qui me donne rien, ça c'est ma hantise. Ouais, le monde chaud, tu sais, moi je bois là, tu sais, mais alright, j'en prendrai un autre. Mais c'est dur. Un moment donné, j'avais vu un show, je me rappelle pas quel humoriste. C'est un humoriste américain, son public c'est tous des stoners, puis c'était très très plein. Puis là, il y avait, c'était pendant Just for Laughs, il y avait un Américain qui était comme, pourquoi qu'on n'organise pas des shows, tout le monde est sous. Puis j'avais fait, ben parce que si tout le monde est sous, il n'y a plus d'écoute après 3 minutes. Il n'y a plus de spectacle. Tu connais le show à Édimbourg qu'ils font, je me rappelle plus, je crois que c'est The Late Show. Ouais, je pense que c'est Late in Live. Late in Live, c'est ça. Ouais. Il y a un show à Édimbourg dans le festival où il commence à 1h du matin. Ouais. Et le principe, c'est le public, il est complètement torché et tu gueules des trucs. Et en fait, je crois que les humoristes, ils ont genre 3-4 minutes juste pour essayer de survivre. Et franchement, c'est vraiment ça, ouais. Ouais, et franchement, ça, je crois que tu fais des scènes comme ça, mais tu meurs totalement. Ah ouais. Et ça te. J'ai fait un truc comme ça à New York après notre show en français. Okay. J'ai fait des scènes en anglais et puis I died on my own. C'était nul. C'est quoi pire que ce qu'on a fait? Parce que beaucoup plus pire que la version française. C'était horrible. Il y avait des gens bourrés, des mecs. Genre, il y avait un des mecs sur scène. C'était un open mic en anglais dans un petit bar avec 15 personnes dans la salle. Et les 15 personnes, en fait, c'était des amis, des gens qui venaient tester leur première fois sur scène. Et il y avait un gars, c'était un ex-policier, tu sais, genre blanc américain, genre yeah, let's go. Pareil, tout son public était pareil. Les 3 mecs avec qui il était, ils étaient tous. On a tous eu peur, hein. Ils étaient tous bourrés. Et donc lui, il sur scène, silence total, ça respecte. Et dès que les autres montaient, c'était genre hey, fucking yeah, c'était horrible. Et moi, j'étais sur scène et ils ont commencé à partir et c'était horrible. C'était New York est drôle comme ville, tu sais, parce que c'est perçu comme la capitale mondiale du stand-up. C'est là que les meilleurs stand-uppers sont. Mais quand tu y vas, il y a 3-4 belles places pour le stand-up, mais il y a 1 million de soirées d'humour dégueulasses. Ouais. Moi, je n'avais vu plusieurs que c'est juste, il y a 8 open micers. Fait qu'il y a une personne sur scène, 7 personnes dans le public. La personne débarque de scène, va dans le public et c'est juste une rotation. Fait qu'ils font leur joke devant leurs amis. Ouais. Ça rit aucunement. Bah là, c'était quasiment la même chose, sauf que le problème, c'est qu'à chaque fois que l'humoriste descendait sur scène, il sortait de la salle avec les gens qui sont ramenés. Avec ses amis. Donc au final, on a commencé à 20 et moi, j'ai joué devant 7-8 personnes et c'était horrible. Et c'était en salle en salle, c'est ça? Et puis, j'ai plus l'habitude de parler anglais sur scène et puis c'était j'ai vraiment bidé fort. Quand tu as commencé, est-ce que tu as commencé à Londres ou tu as commencé ici? J'ai fait quelques scènes ouvertes à Londres avant de déménager à Paris en 2009. Et ensuite, j'ai rien fait pendant 4 ans parce que j'avais mon ancien boulot. Et en vrai, j'ai commencé en 2013 pour de vrai me dire hey, je vais vraiment faire ça. Et j'ai commencé en anglais et très vite, je suis passé en français parce qu'il n'y avait pas assez de scènes à l'époque en anglais à Paris. Ici, ouais. Pour me développer.
Donc je suis plus à l'aise sur scène en français, mais même si je suis pas à l'aise avec le langage, j'arrive pas. Des fois, il y a des formulations de phrases que j'arrive pas à faire et ça me frustre parce que je vous vois, vous, les natifs, et je dis fuck. Quand j'ai regardé le spectacle de Roman tout à l'heure, j'étais là, ah dude, l'écriture, elle est vraiment bonne, et moi, j'arrive pas à écrire des trucs pareils. Mon français parlé est très bon, mais écriture, c'est pas. Ça me frustre. OK. Mais ça doit. Là, ça fait combien de temps que tu vis à Paris? 15 ans. 15 ans. Fait que c'est pas long, tu sais. Puis quand tu es arrivé, est-ce que ton français était... C'est quoi ton niveau de français? Il était bon, il était pas aussi bon que maintenant, évidemment. Parce que là, t'as pas... Je sais pas pour vous, mais pour moi, si tu m'avais pas dit que tu parlais anglais, je le verrais pas. Tu sais, t'as un accent parfait. Bah en fait, c'est l'analogie que j'ai trouvée l'autre jour, c'est un peu comme quand les gens qui sont... colorblind, comment tu dis ça? Daltonien. Daltonien. Tu vois pas qu'ils sont daltoniens, mais c'est que quand tu leur demandes de faire un truc où tu dis t'as vu le truc rouge et ils font je sais pas si c'est rouge et tu fais ah bon, et après c'est la même chose avec moi où tout de suite on sent pas que je suis anglais mais je vais faire une petite faute de français. Sur quel mot tu bugs en français? C'est plus sur les accords et les conjugaisons et les trucs comme ça. Ok. Nous croivons, tu pourrais dire ça, toi? Non, mais ils croivent, oui. Je l'ai fait plusieurs fois jusqu'à que j'ai vu un sketch d'un pote qui dit ouais, les gens qui disent ils croivent, ils devraient pas voter. Et j'ai fait ok. Ben, j'ai... ok. Je vais dire ils croient alors. Donc ouais, c'est. Mais tu sais, ce qui m'a aidé, je crois, avec mon français, c'est de passer 1 an au Québec avant de venir ici. Okay. Parce que vous parlez français, mais des fois, la formulation de phrase, elle est anglaise. Tu sais, quand vous dites « pour vrai », ça a du sens dans ma tête parce qu'en anglais, c'est « for real ». Et donc, ça traduit littéralement. Je dis « ok », lorsqu'en français, on dit « en vrai » plutôt que « pour vrai ». Pas en tout. Quand je dis « j'aime pas ça, pas en tout », j'avais compris que c'est « not at all ». Tu sais, du coup, il y a des formulations de phrases anglaises, et donc j'ai appris le français plus vite en étant au Québec et ensuite en venant ici que... Je sais pas si ça a du sens. Oui, non, ça a totalement si ça fait du sens, tu vois. Si ça fait du sens, les Québécois vous disent si ça fait it makes sense. En français, on dit ça a du sens. Et c'est un des trucs que ma femme me reprochait toujours. Arrête de dire ça me fait du sens. Ça, c'est le genre de truc que j'apprendrais jamais. Là, à chaque fois, quelqu'un me dit c'est pas comme ça, c'est comme ça. Et là, je me demande c'est lequel des deux. Et je dis tout le temps les deux. Mais j'imagine aussi pour vous, c'est frustrant les Québécois quand vous venez en France jouer parce que vous avez ces formulations de phrases et votre humour, je trouve qu'il est très lyrique dans la façon de parler, que ça fuck tout ton passage si tu dois adapter les phrases. Non, mais il faut pas. Mais le public français, souvent, ils ont du mal à comprendre. Mais moi, j'ai une politique. Quand j'étais joué à Montréal et même quand je vais au Maroc, n'importe où, je change jamais les mots. Tu sais, il y a souvent un travail avec un humoriste local où tu dis moi j'ai cette blague là sur puis sur dis ça comme ça. Dis ça à la place de. Mais moi en tant que public, si je vois un mec venir en France et dire une phrase que je sais qu'il connaît pas ou qu'il maîtrise pas, je sais que c'est pas lui, ça va me créer ça va mettre une barrière. Donc moi je disais bon je fais la blague et après je dis bon c'était pas marrant ou qu'est-ce qui s'est passé? Nous on dirait ça, ok, la prochaine fois je dirais ça et la prochaine fois je fais exactement la même chose. Je corrige pas du tout. Je fais exactement la même chose. Mais toi aussi, tu as l'avantage que ton français à toi, c'est le français mondial, dans le sens où les Québécois, ils connaissent le français de France parce qu'il y a des films, il y a des séries, il y a tout. Parce que nous, en France, on a accès à zéro culture québécoise. Il y a Aline. Mais moi, à l'époque... Ils vont apprendre le québécois via moi. Elle est bien bonne, la danoise, là. Je vais le voir ce soir. Mais à l'époque, chaque fois que je venais jouer à Paris, le monde ne me comprenait pas. Puis je refusais, même pas que je refusais, mais je voulais pas changer la façon dont je parlais. J'essayais d'expliquer, puis ça marchait aucunement. Puis après, j'avais fait ta première partie, puis... J'avais réalisé que c'était juste le fait que ton public c'était pas juste des Blancs parisiens. Moi, j'avais remarqué que les Blancs parisiens me comprennent pas, mais n'importe qui a des parents nés d'un autre pays ou qui a déjà rencontré quelqu'un qui est pas né à Paris, ils vont me comprendre. Fait que ton public me comprenait, puis j'étais comme, c'est bien le fun, de jouer devant du monde qui réalise que je fais, c'est drôle, tu sais.
Tandis que T'avais cartonné aussi. les fois que je jouais devant... Tu sais, puis j'ai réalisé, OK, ouais, c'est ça. À Paris, je suis ethnique. Mais mais oui. Mais est-ce qu'en vrai, la différence entre un... C'est philosophique, mais est-ce que tu deviens pas vraiment humoriste quand t'as trouvé ton public? Et qu'en vrai, la quête de l'humoriste, c'est pas de se faire connaître, c'est juste de trouver son ton public. Tu sais, on demande souvent, le public, il est bon dans telle ville. Et moi, je comprends pas cette question. Je dis, si tu fais de l'humour noir, tu joues dans telle ville, tu vas réussir à drainer, à amener à ton spectacle 200, 300, 800 personnes, 1000 qui aiment l'humour noir dans cette ville. Et donc, ton public, ce sera le même un peu partout. Et c'est ça finalement. Donc, quand tu es à Paris, toi, à Paris, tu es apprécié parce qu'il y a aussi une diversité ethnique, une diversité sociale. Puis en plus, les gens qui aiment ton genre d'humour aiment mon genre d'humour. Fait que c'était peut-être aussi le fait que je venais jouer devant du monde qui me comprenait à moitié. Puis il y avait une fois, j'avais joué à Paris et la manière que je t'ai vendu, c'était le Canadien. Puis c'était marqué « Venez rire avec le Canada. » Puis là, c'était... Tu sais, des Canadiens, on est connus comme étant polis puis gentils. Puis j'étais comme hey, « C'est tellement pas ce que je fais, là. » Tu sais, si tu vas là en te disant « Ah, ça va être un monsieur qui s'excuse pour tout. » Puis je suis trop trash, là, tu sais. Ouais, c'est l'avantage. Pour moi, les premières parties, ça devrait être ça en vrai. Quand tu donnes une première partie à quelqu'un, il faut que ce soit, je pense, quelqu'un qui est susceptible de plaire à ton public pour transformer l'essai et pour faire converger le public. Bah, c'est un peu comme de la musique où tu vas pas acheter une place pour du heavy metal et en première partie, tu as de la musique classique. Ça, sauf s'il y a un lien. Sauf s'il y a un lien, ouais, effectivement. Mais je crois que tu as raison, c'est que si ta première partie te ressemble pas vraiment, bah du coup. Si toi tu trouves pas drôle ta première partie, faut pas la prendre. Oui. Ah ouais. Voilà, je pense que c'est ça le plus. Ah ouais, vraiment. C'est plus ça. Ah ouais. Parce que tu peux aimer quelqu'un qui a rien à voir avec ton humour de prime abord, mais quand tu creuses un peu, tu fais non mais moi je vois des similitudes entre les... Ça vous arrive pas parfois de voir des similitudes entre des... Par exemple moi entre E.T. et un film de divorce, je vois des similitudes. Parce que pour moi E.T. c'est un film sur le divorce. C'est pas un film sur un extraterrestre. Je vois autre chose derrière. E.T. c'est un fils abandonné par son père. Pour moi c'est sur le divorce E.T. Okay. Tu vois, je vois pas un film d'extra. Je le mettrais pas dans les films d'extraterrestres par exemple. La relation extraterrestre, ça pourrait être un coussin, ça pourrait être un jouet, ça pourrait être, tu vois. Et ben c'est pareil. Parfois, tu donnes deux humoristes, tu dis je vois pas le lien, je vois pas le rapport. Et en fait, si eux deux ils s'apprécient humoristiquement, c'est qu'il y a un rapport. C'est vrai. Bon, Yann, on va faire une dernière question. Oui. OK. Tu l'as réveillé, je crois. J'aime. T'es pas prêt. En fait, la question est pour Paul. Un What the Fuck Canada, shortcom sur Canal+, serait-ce possible? Ouais, j'avais fait un programme court ici qui s'appelait What the Fuck France et c'était des épisodes de 3 minutes. Ça jouait sur YouTube, fait on l'a vu. Oui, mais pas par moi. Parce que du coup, je crois que What the Fuck France, ça a bien marché parce que comme je connaissais bien la France et j'étais légitime à me dire je comprends pas comment fonctionne ce truc-là ou ce truc-là. Avec mon niveau de français, en fait, ça, entre guillemets, si j'arrivais au Canada pour dire hey Canada, what the fuck, c'est genre mais t'es qui toi? Rentre chez toi si t'es pas content. Moi, je pense quand non mais pour de vrai, la violence. Mais déjà j'avais ça sur cette série-là, oui, parce que quand même je disais des trucs, mais c'était évidemment pour rigoler. Mais comme je vivais ici depuis 7 ans déjà et je parle bien français, c'était genre ok, il m'énerve, mais il a un peu raison sur ce truc-là. Mais tu sais, je comprends. Tu sais, si tu penses que la personne, tu sais, quelqu'un vient d'ailleurs puis dit, hey, c'est de la merde ce que vous faites, puis il vit dans ton pays, tu fais, ok, il dit que c'est dégueulasse ici, mais il a choisi de vivre ici, fait que c'est mieux ici que son pays à lui. Puis, mais si c'est juste un gars qui vient, il enregistre, hey, c'est de la merde. Puis après, il retourne à la maison. T'es comme, hey, fuck you, là, tu sais. Donc non, ça pourrait fonctionner, mais ce serait pas. Il faudrait que ça soit de quelqu'un d'autre, un étranger qui vit au Canada. Ça, est-ce que tu as essayé de le vendre
Non. Non, en fait, on m'avait demandé un peu ce truc-là de pourquoi tu fais pas d'autres pays. Et comme je les connaissais pas aussi bien que la France, en fait, j'avais proposé un autre truc. C'était une série documentaire où c'était genre je vais dans les pays et je vais voir si les stéréotypes qu'on a sur eux sont vrais ou pas. Ah, c'est le fun, Pourquoi ça. ils sont vrais, pourquoi ils sont pas vrais, d'interviewer des sociologues, des historiens, des trucs sur. Donc on a fait 6 épisodes qui étaient sur Canal+ dans les 6 pays différents. Quel pays est-ce que vous avez fait? On a fait l'Espagne, la Suède, l'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre et l'Italie. OK. Putain. Vous y étiez ou... Ouais. Hein, le titre, Stéréotrip, ça s'appelait. Ah, j'aime ça. Attends, c'est exceptionnel. À la base, c'est une fan, elle, c'est ça hein Ah ouais. Ouais, c'est ça. Elle a ouais. aucun poids dans la prod. Non. Ah ouais. Je vous fais vraiment ce qu'elle a fait. Elle est comme ça, elle fait. T'as pas dit le titre. Stéréotype, et après, elle fait ça. Incroyable. Incroyable. C'est Incroyable. drôle, ouais, ils ont la même relation Incroyable. que Avec ma lui mère. et ta mère, ouais. C'est parfait. Donc ouais, j'ai pas fait le court programme, mais c'était plus une série doc OK. qu'on a fait là-dessus. Puis, ben, c'est parfait. Et ça, il n'y a pas de projet pour une saison 2? Pour l'instant, non. Peut-être un jour, mais en fait, ça me prenait trop de temps, tous les trucs audiovisuels, et je voulais plus se concentrer sur la scène. Donc j'ai un peu arrêté tout ce qui était les séries, les petits trucs. Il y avait tellement de pression aussi avec les deadlines, fallait que ça soit écrit, tout ce truc-là. Et ça m'empêchait de travailler, comme tu disais, ton vrai boulot, c'est sur scène. Donc j'ai voulu faire ça. Et puis après, la pandémie, putain. La pandémie. Et en plus, elle est sans alcool, la bière. Ah. Je sais pas ce qui se passe. Mais donc ouais, je me suis concentré sur scène. Et là, tu fais, tu sais, eux, c'est tes Patreons. Tu fais des lives chaque lundi. Ouais, je fais des lives tous les lundis. Live sur YouTube la première heure, puis après, ça switch à ton Patreon. Ouais. Patreon, c'est 1 heure? C'est à peu près 1 heure en plus. Ouais. OK. C'est combien et c'est quoi ton adresse? Patreon, c'est OK. c'est patreon.com. C'est ça que tu. Ouais, tu sais, patreon.com/. Paul Taylor. OK, Paul excellent. Taylor. Puis c'est combien les forfaits? Je crois qu'il y a 3 versions. Donc, mais en fait, mon problème, l'instant, les 3 sont pareils parce que à l'époque, ça changeait, mais du coup, j'ai pas trouvé un nouveau système avec la pandémie. Mais c'est 3. Vous savez, 3, 5 et 15, c'est ça? 3, 5 et 15 en euros. Ouais. OK, parfait. Fait que Yann, c'est combien en canadien, ça? 150. Ouais, c'est ça. Yann, il a que des questions dures, le pauvre. Ouais, c'est ça. En pourcentage, Yann. OK. Et toi, Kairan, t'es en résidence à Montréal, à Paris encore. C'est vrai. Moi, j'ai 2 projets. J'ai mon spectacle qui est à Paris tout le temps, voilà. Et j'ai un concept, ça s'appelle Historytelling. Je vais mal le dire. En fait, c'est un comedy club que je vais animer, mais les humoristes sont costumés en personnages de l'histoire. OK. Et c'est donc t'as Steve Jobs qui vient, et le mec qui ressemble à Steve Jobs, il vient, il fait un passage, il fait 5 minutes en étant Steve Jobs. Après t'as Spartacus, après t'as Nelson Mandela, après t'as Rosa Parks, après t'as Hitler, après t'as Jules César, après t'as Ben Laden, après t'as Einstein. Voilà. Est-ce que c'est des invités différents à chaque semaine? Chacun fait. Et Est-ce que c'est filmé pour le web ou Non, ce sera en direct dans une salle, c'est à l'Apollo Théâtre à partir du 1er mars, Wow. tous les samedis. Et moi, mon objectif à terme avec ce projet, c'est de faire un comedy club qui serait une alternative aussi au comedy club qu'on connaît déjà. Chaque soir sur Paris, tu as le choix entre 2 types de comedy club, des humoristes confirmés qui viennent faire de la promo ou tester, et des humoristes qui débutent, qui viennent tester aussi, se renforcer. Et ben, ce serait marrant d'avoir un 3e comedy club où tu peux venir voir des personnages de l'histoire ou de la pop culture. Il y a Jacques Chirac aussi dans les personnages. Et les gens, ils choisissent leurs personnages? Non, chaque soir, c'est 8 différents. J'ai une liste de 19-20 humoristes. Okay. D'ailleurs, tu viens quand tu veux, tu prépares un personnage, tu viens. Et une fois que le passage de 5 minutes est bon, on prépare le costume sur mesure. Il met 2 semaines à arriver, et à partir de 2 semaines après, tu me dis les dates. Ce jour-là, je suis là, ce jour-là, je suis là, et là, je suis pas là. Et mon but, c'est d'avoir 50 humoristes qui peuvent tenir tous les soirs, du coup, et que le concept survive même sans moi. C'est ça l'objectif. Ça doit. Mais j'aime l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Mike, tu ferais quel personnage, toi, si tu le faisais? Moi, ça serait Hitler. C'était sûr. Eh ben, merci beaucoup. Merci les Avec gars plaisir. d'avoir Merci été pour là. Merci l'invitation. à vous autres. Merci beaucoup. D'être là. Merci Yann. Merci Michel. Merci tout le monde. On se revoit très bientôt. Merci.